Il te demande la cure comme si tu savais, en plus. Ah mais ça filme comme s'il avait eu une seule cure, quoi. Ah mais ça a déjà commencé. Ouais, c'est bien, non? Bonsoir. Bon, bonjour à tous YouTube. Aujourd'hui, on fait un podcast un peu particulier. On le fait chez Florian Poisson. Florian Poisson, c'est un bodybuilder professionnel et on a profité de l'occasion pour faire un podcast justement sur le bodybuilding. On sait que c'est une discipline qui est très méconnue chez les pratiquants de CrossFit notamment, mais haltérophilie, je pense que c'est pareil, oui, tu confirmes. Et tout ce qui est gymnastique encore plus. C'est pas forcément un sport qui a toujours une bonne image. Et donc le but aujourd'hui, c'est d'aborder pas mal de sujets. Il faut savoir quand même que le bodybuilding, peu de gens s'en rendent compte, mais c'est limite une science. Les bodybuilders pros ont beaucoup de connaissances en tout ce qui est nutrition, entraînement, alors je dis anatomorphologie pour dire comme Jamcor, tu vois ce que je veux dire, et tout ce qui est chimie, etc. Donc c'est vraiment, comment dire, ils ont une vision transversale de la pratique sportive et ils sont capables d'être, pas experts, mais en tout cas d'avoir beaucoup de connaissances dans chacun de ces domaines. Et le but, c'est d'aborder un peu même des sujets tabous avec Florian, et de parler un peu de sa carrière et d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce que c'est qu'être un bodybuilder professionnel. Je vais démarrer avec une première question toute bête justement. Les gens pour le bodybuilding, malheureusement, alors je parle pas de ceux qui pensent que c'est de la gonflette, mais en tout cas dans le crossfit pour eux c'est juste prendre du muscle. Est-ce que tu pourrais nous donner toi ta définition de ce que c'est le bodybuilding? Déjà bonsoir. Déjà bonsoir. Ouais. Bonsoir. Merci de m'avoir invité pour le podcast, ça fait plaisir. Et puis ma définition du body, comme tu l'as dit, en termes de connaissances, il faut savoir déjà tout gérer, tous les domaines, nutrition, les entraînements, il y a la chimie aussi, parce que même si tu as un coach, etc., qui te fait tout de A à Z tout le temps, tu vas quand même commencer au bout d'un moment à bloquer, même toi-même, parce qu'en fait avec les années de travail, etc., il faut que tu commences à comprendre toi plus ton corps, etc. aussi. Après je pense que ta pratique fait que tu deviens curieux aussi. Ah ouais, après, même si c'est pas pour toi, si tu t'intéresses, ah oui, tu te laisses, tu essaies de comprendre après, pareil. Je pense que quand tu fais ça, c'est que c'est ta première passion, tu vois. Je pense en haltéro, etc., ça doit être pareil, ceux qui font tous ceux qui sont pros, etc., là-dedans, dès que tu débutes, tu veux être le meilleur, tu veux faire partie des meilleurs, donc il faut que tu mettes tous les avantages de ton côté. Ouais, après, il y a quand même ça fait un peu cliché, mais t'as le terme lifestyle en bodybuilding qui différencie par rapport au sport, parce que t'as plein de sportifs, même de bon niveau, qui vont au sport 5 fois 2 heures par semaine, et en dehors, qui font pas forcément attention à la bouffe, les trucs, pourtant ils font du haut niveau. En body, si tu veux être bon dans le sport, t'es obligé de tout faire. C'est un sport qui est beaucoup plus prenant peut-être que d'autres sports. Ah c'est un sport que tu vis 24 heures sur 24. Oui, parce que déjà il y a l'aspect des diètes. Pour moi, c'est un des sports les plus durs, quoi. Tu dirais que la plus grosse difficulté dans le sport, c'est un peu comme les strong qui disent que eux, leur métier, en tout cas leur sport, c'est de manger plus que de s'entraîner. Ou tu penses que la contrainte de l'entraînement est supérieure à la contrainte en gros de la diète? Après, tout dépend de la catégorie. Mais moi qui ai fait la plus grosse catégorie en open pendant quelques années, après que je sois passé pro pendant 2 ans, où là j'ai vraiment dû tout faire pour évoluer. Là, je te coupe 2 secondes justement, un peu de contexte, parce qu'il faut vraiment dire que les gens dans le milieu du CrossFit ils savent pas du tout quand tu dis open, ça leur parle pas forcément. Les différentes catégories. Alors en pro il y a open. Les catés stars quoi. En pro il y a open, ça c'est la caté en fait, c'est les plus gros, donc c'est entre guillemets plus de 100 kg, mais... donc c'est celle qui était la plus connue avec Schwarzy, Ronnie Coleman, Jay Cutler, Phil Heath... C'est la caté, je pense que notre génération, nous quand on parle de body, qui vient à notre esprit directement, alors que maintenant c'est peut-être ça en train de changer de visée. Après tu as d'autres catégories, tu as classique physique, où là en fait tu vas avoir un poids max à avoir pour ta taille. Donc déjà on part sur des physiques beaucoup plus esthétiques, moins massifs, et qui plaisent plus parce que déjà d'une c'est plus joli, et de deux ça donne plus envie de... Ça c'est plus naturel entre guillemets. Accessible, après on est accessible. C'est une caté qui est montante parce que tu me disais la dernière fois que par exemple à l'époque de Schwarzy ou de Ronnie, c'est pas des catés qui étaient ultra médiatisés ou mis en avant quoi. Ah non, mais de toute façon, classique ça existe que depuis, si je dis pas de bêtises, 6 ans, quelque chose comme ça. Donc avant c'était que open. Avant c'était que open, après tu avais 212, en fait c'est 212 pounds, c'est 96 kg. Donc là en fait en 96 kg c'est que des mecs qui font 1m60, 65. Oui voilà, En gros c'est ça quoi. Et en gros à la base ils ont créé, tu me dis si je me trompe, ils ont créé un peu ces catés là parce que en open, c'est pas que ça s'est soufflé, mais comme il y avait une surenchère qui fait que tu te retrouvais avec des physiques
qui n'était pas forcément très harmonieux. Tu te retrouvais, alors je caricature un peu, mais avec tout ce qui est polymorisme, etc. Et vraiment, tu te retrouvais avec au salon de l'agriculture, quoi, à la fin. En tout cas, c'est la critique qui a été faite, c'est que c'était impressionnant, mais il y avait plus ce côté esthétique que tu retrouves maintenant. Il y avait peut-être même plus le côté admiration de la prouesse physique, mais plus maintenant c'était que lié à la chimie quasiment dans la tête des gens, en tout cas des novices. Ouais, bah après, tu peux être comme ça et c'est toujours que la comme ça. chimie. Enfin, actuellement, c'est comme ça, on part un peu dans cette direction en open. C'était quoi tes mensurations, toi, le plus gros? Ouf, ta taille et ton poids? Ah, ma taille et mon poids, à ma dernière compète en sèche, c'était 119. Et 3 mois avant la compète, tu pesais combien? 1m80. Et 3 mois avant, combien je pesais là, cette compète, je sais plus. Si, c'était là où j'étais monté le plus haut, à 134. 134 pour 1m80. Genre 5 mois avant, un truc comme ça, 4-5. Après, on a commencé à descendre. Et est-ce que pour toi, le fait que Classic Physique ça monte, c'est aussi un peu lié à le fait qu'ils aient trouvé un peu une star comme. C'est Baume. Ouais, c'est Baume qu'on voit, que je pense que plein de gens connaissent sans savoir que c'est. Ah bah, c'est sûr, le mec représente parfaitement la catégorie. Et eux, pour l'IFBB, c'est un peu le point d'or. C'est un peu Matt Fraser du CrossFit. Ça fait 3 fois qu'il gagne, c'est ça, je crois, c'est ça? 3 années d'affilée qu'il gagne. Putain, moi je ne connais pas par cœur, mais ouais, ça fait au moins 3-4 fois. Ouais. Il me semble que c'était la 3e. Moi je vais me faire insulter, mais je suis pas trop les Olympia et tout, sincèrement. C'est vrai? Quelques années, moi je regarde plus trop les compétitions. Ouais, c'est marrant parce que justement, quand tu dis que c'est un sport qui te prend tout le temps. Je regarde plutôt les résultats le lendemain, mais tu vois, j'oublie vite. Oui, t'es pas en train de suivre la prépa de tes mails, etc. Tu suivais avant et t'as arrêté de suivre parce que ça te. Ouais, j'ai arrêté depuis longtemps. Pour quelle raison? C'est pas. Bah, je sais pas, en fait, ça m'excitait plus comme quand j'étais jeune, quand c'était en 2011-2012. J'ai commencé le body et là t'avais fait Hits, K-Green. Et là c'était un truc de fou. Là, tu vois, je regardais même les conférences en live déjà, j'avais 19 piges, tu vois, tu dis ça, j'avais 18-19 ans, tu vois, je regardais déjà les lives d'Olympia. C'était vraiment un show quoi. Il faut savoir, pour les gens qui ne savent pas, mais il y a des conférences de presse à l'Olympia, un peu comme il peut y avoir dans les conférences de presse pour des combats de boxe ou des combats de UFC, les mecs se trash talk et tout ça quoi. Ouais, mais encore c'est pour bon enfant, mais. Après, c'est pas du trash talk non plus exagéré, mais c'est marrant, tu vois, c'est sympa. Aussi de la Il y a une bonne ambiance aussi, tu vois. Et juste pour le contexte, justement, t'as quel âge et tu as commencé le bodybuilding à quel âge? À 17 ans. À 17 ans, et là t'en as 28. Et t'es devenu pro 2019. J'avais 25 ans, ouais, ça. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait démarrer le bodybuilding? Comment t'as. Bah, j'étais en surpoids. Mon père m'a dit que j'étais un gros lard. Enfin, il me l'a pas dit, mais il me l'a fait comprendre, tu vois. Mais je le remercie, je le remercie. Bien sûr, on dit merci papa. Ouais, je lui dis merci. Et là, en fait, à ce moment-là, tu vois, j'habitais à Montpellier, et au moment où on a parlé de ça, etc., il y a un gigagym qui a ouvert à genre 1 km de chez moi. Et là, je vais à la salle de fou. Je suis resté 4 heures la première séance et tout. Ah ouais, t'as vraiment accroché quoi. T'as eu un crush quoi. Ah ouais, direct. En plus, à ce moment-là, il n'y avait personne dans la salle et tout, c'était un rigole. Je rêvais toutes les machines. Et à partir de quel moment tu t'es dit, ok, je voudrais en faire mon métier, je veux être sportif professionnel et je pense que j'ai les moyens de le faire? Parce qu'il y a vouloir et puis il y a pouvoir aussi. Je peux pas faire bah, en fait, très tard, tu vois. J'ai capté à 18 ans que je voulais devenir pro et tout, tu vois, ça très vite. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé la muscu, 3 mois après, j'ai rencontré un body dans la salle. Il m'a fait mes programmes et tout, il m'a aidé. Et bah, c'est là où j'ai encore plus kiffé le body. Et penser que je puisse gagner de l'argent grâce à ça, c'est venu super tard, hein. C'est venu vers mes 22-23 ans. Au début, je l'ai vraiment pas fait en pensant que je pourrais vivre de ça, tu vois. Je me suis jamais dit. C'est même la manière la plus saine de progresser, peut-être au départ. Bah ouais, parce qu'après, c'est vrai que si tu fais ça en pensant pour l'argent, ça va être chaud. Bah, c'est un sport qui parce qu'il y a plein d'autres manières de faire de l'argent que le body, et le body ça a l'air particulièrement dur. C'est compliqué quoi. Après, ça dépend, je pense, dans quel pays où tu es, parce que la France, ouais, c'est encore plus dur. C'est pas populaire du tout le body. Mais de toute façon, déjà, non, pas du tout. De manière générale, le sport n'est pas hyper populaire en France. Tu regardes, c'est développé uniquement dans un milieu associatif, sauf là où il y a de l'argent dans le foot, etc. Par rapport à. Après, tu sais, même ceux qui font les images. Même ceux qui font les JO et tout en France, enfin, je veux dire, ils sont pas hyper traités, etc. Je pense que ça vous connaissez encore mieux que moi. Oui. Et dans les sports niche aussi. Hein. Les haltérophiles qui ont sacrifié des vies entières à la performance, si tu veux, une fois qu'ils ont terminé leur compète, ils en ont rien à foutre. Alors, dans d'autres pays, les mecs, ils sont choyés. Quoi. Et est-ce que quand tu t'es dit, ok, je veux être pro, est-ce que tu étais déjà capable de te dire, ok, genre, je peux être pro, mais je peux être bon, je peux avoir les moyens d'eux, ou alors tu n'avais pas du tout ce recul et ça c'est venu plus tard?
Ou t'as senti, tu te dis Bah, ok, parce qu'il y a non, quand même moi, un facteur génétique, tu m'as dit que ton père, on en avait parlé, tu m'as dit que ton père c'était quand même un sacré gabarit, tu m'as dit que tu faisais Ouais, mes parents, ils ont une très bonne génétique. Voilà, donc je pense que t'avais conscience de ça, t'as un peu étudié, t'as juste compris que voilà. C'est aussi des meubles. Voilà. Des meubles de manufacture. Il y a un peu d'alinéa Et incroyable. parce que tu t'es dit ok, en fait j'ai ce qu'il faut, parce que je regarde les physiques là, tu te dis je regardais Phil S, Kai Green, tout ça, tu t'es dit moi je peux en être quoi. Pas à ce point-là, parce que déjà, je me disais que d'abord je dois passer pro. Ouais. Et ça, tu vois, même 2 mois, même 1 mois, enfin, je veux dire, même avant la compète au Portugal, je me disais pas, je vais gagner la carte pro. Enfin, j'y allais mentalement en voulant être gagnant, mais pour moi, déjà, passer pro, c'était un truc de fou. Et comment on fait pour devenir pro body? Parce que j'ai parlé. Ouais, en fait, c'est simple, t'as des compètes, ça s'appelle des amateurs Olympia ou des NPC aux États-Unis, etc. Et en fait, faut que tu gagnes ta KT. Et après, tu as l'overall de cette KT, donc, parce que dans chaque KT, tu as plusieurs KT de taille ou de poids. Et après, il faut que tu gagnes l'overall, donc ça veut dire qu'ils vont choisir, donc chaque mec de chaque catégorie, l'un contre l'autre, et ils en choisissent que 3 ou même des fois que 1 sur toute cette KT, et ils donnent la carte à ces personnes-là. Et cette carte-là te permet après de... Bah, après, t'es pro, donc tu peux faire toutes les compètes pro. D'accord. T'es professionnel, quoi. Mais ça te donne donc un droit, une REM, c'est vraiment juste, c'est un peu comme un passeport. Juste que t'as accès à... Ah non, c'est juste un bout de papier, voilà. hein, puis en plus tu dois le payer 250 € tous les ans. Super. Et c'est quelque chose que quand tu l'as, tu la gardes chaque année ou... Ouais, tu la gardes à vie après. Ok, d'accord, c'est pas quelque chose où tu as des retests. C'est comme être fonctionnaire en France, ils sont embauchés au Ouais, début, après ouais. tu restes. Ouais, tu restes. Moi je voulais rebondir sur un truc que tu as dit dans l'intro, tu as dit qu'en CrossFit c'était un peu méconnu le bodybuilding par exemple, mais il y a quand même de plus en plus la mode Ils du fonctionnent. functional bodybuilding, et tu vois beaucoup de crossfitters, anciens crossfitters, quand ils arrêtent le crossfit, ils passent au body. Ouais, Alors, alors. c'est des disciplines qui vont moins blesser, Ouais. qui te stimulent aussi, c'est un mode de vie, parce que bon, j'ai pas parlé du crossfit tout à l'heure, mais c'est quand même les crossfitters de haut niveau, c'est aussi tout un mode de vie. Hein, sur Ah, la c'est tête un du truc de fou, ouais. Et en fait, tu as une bifurcation et c'est moins traumatisant, on va dire, que le crossfit, parce que Ouais, le bien mec sûr. à 32-33 ans, il se Ah, fait le mec plus qui passe à à envoyé, bah Je sais ouais. pas si tu connais Marcus Philly. C'est un crossfitter Ok. c'est un crossfitter qui Je maintenant. connais vraiment pas les noms. Alors bon, c'est pas grave. C'est un crossfitter, les gens connaissent, hein, ceux qui regardent le podcast très certainement, qui a vraiment axé toute sa méthode d'entraînement depuis qu'il est plus athlète des games, depuis qu'il est plus pro, sur justement ce côté functional bodybuilding où en gros on essaie d'avoir l'air bien foutu, enfin on essaie d'être bien foutu, on essaie de quand même de garder une condition physique, on fait beaucoup d'entraînements où il y a du pump, etc. Ok. Et on fait beaucoup d'exos, de postures, etc. Donc on essaie vraiment d'avoir ce qui pour moi est le vrai entraînement Ils font du body fonctionnel. sur des entraînements, sur des exercices un peu funky. Quoi. Oui voilà, Ouais, mais du coup ça a vachement fait évolué. évoluer les mentalités parce qu'il n'y a pas forcément le côté cardio tout le temps, c'est tu as le droit de faire de la muscu On va faire de la muscu, et de faire des circuits. Tu as le droit de faire des circuits où en gros bah, tu vas monter un peu en pulsation mais tu vas pas non plus finir à gerber. Voilà. Et tu as le droit de faire les biceps, c'est bien en fait. C'était ça d'un point de vue. Attention, je pense que même en termes de performance, c'est bon pour eux. Non Et je pense qu'ils en sont pas forcément tous conscients. D'accord. Parce que c'est un sport où il y a beaucoup de. Le répertoire visuel est très grand, donc déjà il y a un gros travail technique et d'apprentissage à faire au début. Donc déjà ils ne font pas entièrement ça parce que contrainte de temps, contrainte de. Enfin t'imagines apprendre l'haltérophilie, la gym en même temps, alors c'est pas la gymnastique artistique C'est de un niveau. peu le MMA. Voilà, c'est ça en Oui, fait ça. si tu veux, voilà. Donc une fois qu'ils ont fait ça, après leur faire comprendre qu'en fait il aurait peut-être fallu avoir une base de muscu avant ou qu'il faudrait continuer à en développer une, c'est encore autre chose. Parce qu'après, il y a les préjugés inverses aussi. Dans le body, ils considèrent vraiment le crossfit comme les guignols qui font les trucs. Sauf ceux qui connaissent un petit peu et qui voient ce que les pros sont capables de faire. Et les pros, ils ont des physiques déjà qui sont monstrueux. Ouais. S'ils faisaient du body, ils seraient pas si mal. Et à côté de ça, ils sont bons en haltéro, ils sont bons en gym, ils sont bons dans tout. Donc c'est des athlètes qui sont quand même complets. Ouais, très complet. Et moi je voulais revenir sur la motivation où tu nous as dit en gros que tu regardais beaucoup les compètes, t'as arrêté. Ouais. Est-ce que c'est allé avec une baisse de motivation aussi par rapport à ta discipline ou c'était juste là au bout d'un moment ça te saoulait de regarder parce que ça t'inspirait plus Bah là, ces 2 dernières années, 2 ans et demi, ouais. Baisse de motive, ça me plaisait plus trop. Du mal à rentrer dedans quand je commençais une prépa. J'allais un peu à reculons, quoi. Je faisais le truc à fond, hein, je faisais tout à fond, mais il manquait ce petit truc, tu vois. Il manque. Et le passage en classique, c'est cette stimulation. C'est C'est cette stimulation, c'est ce qui te permet de Ouais, repartir ouais, motivé. carrément. Ouais. Parce que Il faut d'avoir un nouvel objectif et que je kiffe surtout cet Toi, objectif t'entraînes aussi. quoi. Parce que c'est quand même ça aussi, c'est le. Non, puis là, oui, c'est puis m'entraîner avec etc. le plaisir comme il était avant. Ouais. c'est la seule raison qui te pousse à passer d'open à classique ou il y en a d'autres? Non, t'en as plusieurs. Déjà d'une, il y a la santé.
Ouais, 134. Est-ce que tu peux détailler un petit peu pourquoi la santé? Parce que les gens se rendent pas forcément compte. Bah, c'est-à-dire que quand tu pèses 130 kg, qu'on voit quand même un petit peu tes abdos, c'est pas trop dégueulasse, c'est qu'il y a un problème pour 1m60. Pour 1m80. C'est qu'il y a un problème. Pour 1m80, non, mais ça fait plus 50 kg de poids de corps, tu vois. Ouais. Et tu vis tous les jours avec ce poids de corps, et j'ai vécu avec ce poids pendant beaucoup d'années. Et tu subissais un petit peu au quotidien, tu me disais, quand on en parlait de temps en temps, tu disais que quand tu faisais des activités, tu bougeais ou t'avais des balades, etc. Tu subis tout en fait, tu subis tout. Tu sens que tu tords en permanence. Tout est une corvée quoi. Ouais. Tout est une corvée, même si tu vas aller te promener une demi-heure en ville. Ouais, t'es en loc. Faut que tu bouffes. Et là tu bouffes, t'as bouffé un truc comme ça, t'as plus envie de bouger. Oui, t'es en phase tu de dors. digestion. Les entraînements ils sont de plus en plus durs, faut mettre de plus en plus lourd, plus lourd, plus lourd. Ouais. Tu sais, je fais une parenthèse par rapport à ce que tu dis au niveau des entraînements, parce que je sais qu'il y a la réputation que le body a aussi pour certaines personnes, c'est qu'en gros c'est... ouais, mais ça pareil, j'aimerais bien te poser une question après là-dessus, mais juste pour revenir sur la première, il y a beaucoup de gens qui pensent que en gros les produits, ça fait tout, c'est magique. Et là tu vois, quand tu dis que les entraînements, etc., ça augmente en intensité, etc., je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui se rendent compte de l'intensité qu'il peut y avoir dans des entraînements de body en fait. Que la chimie, c'est sûr. Automatiquement c'est une aide, comme ça pourrait être par exemple une aide dans d'autres sports où c'est de la bouffe ou d'autres trucs. Mais pour moi ça fait partie intégrante du sport, c'est un des outils la chimie dans le body, surtout en open. Mais les entraînements que tu te mets dans la gueule, c'est quand même épais quoi, c'est pas de la Tout, la diète aussi, c'est du... C'est sûr. Moi, je parle sur l'intensité plus training parce que les crossfitters tu sais, qui se donnent à fond, alors enfin ouais. Qui finissent rouge écarlate, ils se disent sûrement tu sais, que les mecs qui font de la muscu, c'est schéma après sa cuisse comme ça avec mes écouteurs, chaque siège sur mon tel, tu vois. Parce que tu sais, le body c'est quand même un sport où la génétique a une place énorme. Mais sincèrement, même en regardant les entraînements des mecs qui ont les meilleures génétiques au monde, etc., les mecs à l'entraînement, ils envoient quoi. Ça fait penser comment ils Ils s'appellent. envoient à fond. Si tu veux faire partie des meilleurs, il faut s'entraîner. Ils sont en loc à chaque entraînement, de toute façon. Ah ouais, des vidéos de motivation. Tu regardes même un mec comme Seboum. Ouais. C'est un mec quoi, là, hors saison, il doit faire, je pense, 115. Même une semaine ou deux avant sa compétition, le mec il squatte des 200 tranquille. Il lift aussi plus de 300, enfin le mec... Du coup ça répond aussi en partie à la question ou à l'idée que les gens ont, quand ils disent que oui mais c'est très volumineux, mais ils n'ont pas réellement de la force, etc. Toi tu me disais qu'au maximum de ta prépa, alors que ton objectif c'était vraiment que du volume du body, tu avais fait je crois 5 reps à 2,60 en squat, ouais, alors que tu n'avais pas du tout d'objectif de force. Non, j'ai jamais eu d'objectif de force. Après, mon objectif ça a toujours été... dans les périodes de masse, etc., d'essayer de gagner en force, justement. Et pour pouvoir mettre plus lourd pour après, etc., sur phase de volume. Ouais. Puis là, attends, excuse-moi, je te coupe, mais le fait de mettre du poids, c'est pas que ça te fait seulement prendre du muscle, c'est que ça te donne aussi une certaine densité, une certaine dureté, tu vois. D'accord. Tu regardes les gros body, les Yates, les Coleman, etc. Ces mecs à l'entraînement, c'était des machines de guerre. Voilà, j'avais parlé de... Ils ont une dureté, même s'il y a un côté génétique, ils ont quelque chose. Quand tu dis une dureté, c'est au niveau de l'entraînement ou au niveau de la sèche, non, visuellement, l'aspect esthétique. J'allais justement te parler de Dorian Yates qui était particulièrement connu pour faire des entraînements notamment de jambes, où en gros les mecs ils avaient peur d'y aller avec lui quoi. Ah ouais, personne s'entraînait avec lui. Les mecs ils avaient peur d'y aller avec lui parce que c'était un... Ronnie Coleman, pareil. Il n'y a aucune vidéo de lui avec d'autres gens. Tom Platz pour les cannes, il y avait les mecs qui quand tu disais j'ai fait une séance de jambes avec Tom Platz, genre les mecs ils étaient choqués. Il avait fait combien? 21 reps à 200 je crois? Un truc comme ça. En plus. Oui, non, 230, 227, un truc. Ouais, 220, 227. Comme on cite plein de bodybuilders, j'essaierai de vous faire des inserts quand même pour que vous voyez un peu Tom Platz, les physiques pour que vous compreniez de qui on parle. Est-ce que quels sont les gens qui t'ont inspiré un peu dans ton sport? Qui t'inspirait hier et qui t'inspire aujourd'hui? D'abord hier. Il y a un body que j'aime bien, c'est Evan Santopani. Ok, je vais chercher, je connais pas. Il n'est pas animal? Oui, c'est ça exactement. Et c'est un mec que je suis depuis super longtemps et c'est un bodybuilder américain qui est passé pro super jeune, 25-26 ans. C'est jeune passé pro à 25-26 ans? Ouais, quand même, c'est quand même un âge, ouais, c'est plutôt jeune. Okay. Plus lui à l'époque, c'était encore plus dur de passer pro que maintenant. Donc aux États-Unis, passer pro à 25 ans, c'est quelque chose. Et des bras énormes, enfin, il est incroyable.
Et des fois on parlait, et puis c'est un mec, je sais pas, tu vois, il montre une image du body saine. J'aime bien ce mec, en plus j'ai eu la chance de le voir à New York. On a discuté, etc. Un mec super sympa. Il y a lui, et après en termes de physique, esthétique, c'est surtout Kevin Lebron. Ah, ça, Lui, c'est vraiment mon préféré, quoi. Il s'est Au niveau entraînement, etc. J'aime bien ses entraînements. J'aime bien le personnage et tout, il était cool, quoi. Puis il a pas eu une vie facile, le gars, quoi. Ses parents sont morts quand il était super jeune. Alors, je connais pas bien du coup son histoire personnelle, par contre le physique, le mec est relativement, enfin très connu. Je mettrai la vidéo que tu m'as montré la dernière fois, tu nous avais montré une vidéo de lui où il est devant une supérette, le mec il est en chemise, il débâche, mais genre. Il sort de la supérette, ils sont un peu quichou quand même. Ouais. Oh, jeez. Là. Beautiful. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des mecs, à part ceux-là, qui te... Genre par exemple, justement, typiquement, est-ce qu'un Sebum, ça t'inspire? Pas plus que ça, genre tu reconnais le travail, t'apprécies l'athlète, mais c'est pas pour autant un mec qui va te... Qui m'inspire, ouais, d'une certaine façon. Tout ce qu'il a accompli, j'aime bien son style aussi, le physique qu'il a, le gars... C'est cool ce qu'il fait, je trouve, il donne une bonne image du body. Il a un physique de fou, hein, on peut rien dire sur ça. Après, pour moi, il y a 2-3 trucs que je n'ai pas forcément aimé sur son physique. C'est bras, c'est son défaut. Ouais, il y a des petits défauts. Après là, c'est mon côté body qui parle, quoi. Hein, mais... Non, bah alors justement, c'est intéressant. Je vais me faire insulter. Non, je pense pas. Alors les gens se rendent pas forcément compte, pareil, le bodybuilding, comment c'est jugé. Est-ce que tu peux expliquer un peu le judging? Parce que bon, les gens, il suffit pas d'être gros en fait, il y a toute une histoire de symétrie, etc. Est-ce que tu peux en parler un peu? Parce que pareil, les crossfitters, je pense qu'ils n'ont aucune idée de comment ça peut se passer en fait une compète. Qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qu'on va rechercher? Je vais parler surtout de classique physique, quoi. C'est plus simple. Ouais. Donc, comme je disais, cette KT, c'est le poids par rapport à la taille. Donc, par exemple, moi je fais 1m80 et là le max que je peux faire c'est 101 kg à la pesée. Donc c'est souvent 2 jours avant la compète. Comme ça après en fait tu as le temps de recharger, etc. Et le but en fait de cette catégorie, comme son nom l'indique, classique, c'est vraiment retrouver des physiques des années 70-80. Donc des belles tailles fines, souvent avec le vacuum. Donc ça c'est les poses où on arrive à rentrer. C'est une pose obligatoire. C'est le diaphragme, ouais, obligatoire. Et pourquoi elle est obligatoire justement? C'est pour montrer que... parce que ça... Tu parlais de paludisme. Et voilà justement, déjà ça donne l'obligation d'avoir un contrôle de son estomac, enfin des viscères, etc. Et déjà d'une, je trouve que ça donne plus de gueule sur les doubles biceps, sur la pose. Ça représente bien justement les années 70-80 où justement c'était grave à la mode à ce moment-là. C'est un peu des poses iconiques. Tu regardes des mecs comme Aaron Baker, des mecs comme ça, tu taperas sur internet, tu mettras la photo, je peux l'enverrer. Des physiques de fou et c'est bien je trouve qu'ils fassent ça. Et après ils jugent l'harmonie. Après t'as l'harmonie, après t'as la sèche, donc faut être très sec. Faut être sec de partout, être dur, les fessiers secs, etc. Et ils sont capables de regarder, de constater que t'es bien conditionné de telle ou telle partie du corps. C'est vraiment le. Ah oui, c'est hyper pointu, on pense que. Oui, bien sûr. Après, si t'es sec de partout, mais que les fessiers ça va pas, ils vont te foutre dans les derniers directs, tu vois. Là, ils vont vraiment juger les meilleurs. Après, je parle pour Olympia, hein, mais les meilleurs mondiaux, quoi. Puis après, bien sûr, t'as la symétrie, les proportions entre le bas et le haut. Ouais, ils vont vraiment tout. J'ai vu un reportage sur les blessures, les mecs qui ont eu des blessures, qui ont un biceps qui du coup va te. Les trucs les plus souvent, c'est arrachage de pec ou biceps. Ouais. Tu le vois sur les. Tu le vois, le pec il s'arrête là, quoi. Ouais. Donc, le mec il va forcer comme ça, le pec arrive là, ou le biceps au lieu d'être attaché ici, il va être là. Enfin, ça casse un peu. Malheureusement, ça casse des carrières un petit peu. Plus les hernies aussi, ombilicales et tout ça. S'il y en a qui sont curieux, il y a des mecs qui font des reviews, par exemple, vous regardez review Olympia de 2022 ou 2021 plutôt. Non, c'est passé cette année déjà de l'Olympia. Ouais. Et il y a des mecs qui font, alors ça dépend peut-être tu auras des chaînes à recommander, mais il y a des mecs qui font des commentaires des physiques et en vrai, même quand on n'y connaît rien,
il y a quand même des mecs qui font un bon travail et c'est hyper intéressant parce qu'ils vous mettent tous les physiques là, ils vous montrent certains points. Ah bah lui il a eu. Ah bah lui il a eu. Bah voilà, j'ai regardé Gundeal. Ah bah lui il s'est fait déchirer du biceps. Petite touche. Voilà. Voilà. Bon lui il a fait de la merde, je sais pas ce qu'il a fait avec sa cuir ou je sais pas quoi. Voilà, les mecs ont des commentaires un peu rigolos, mais surtout il y a vraiment des commentaires, c'est ah bah lui il est bien conditionné au niveau du disco, il a fait un super boulot, il avait du retard sur telle partie, il a bossé ou il a pas bossé, enfin bref. C'est technique. C'est technique en fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer. C'est pas juste être gros en fait. Même quand moi je suis passé pro à un niveau, t'as encore beaucoup de choses à apprendre, tu vois. Même sur des petits réglages à la con, entraînement, posing. Et c'est là où quand tu passes pro, bah là tu dois bosser encore 2 fois plus dur en fait. Le posing, tu le travailles de manière spécifique à part? Parce que c'est pareil, les gens ils pensent que le posing, tu viens juste alors qu'il y a des poses réglementaires. Ça, c'est un de mes gros points faibles. Alors, le posing, on va dire, sur les poses qu'ils vont demander sur scène avec les autres athlètes en confrontation, là, je vais bien gérer le posing. Bon, après, par exemple, les posings libres où tu sais, t'as ta musique, tu dois faire ta choré et tout. Ça, je suis nul à chier. Parce que je sais pas, j'ai eu trop la motive de bosser. Il faut savoir qu'il y a des mecs qui bossent avec des danseurs, des chorégraphes et tout. Mais là j'y pense, là, faut que je vais m'y mettre. La choré entre guillemets de C20, elle est énervée. Et puis alors pareil, je pense qu'il y a certains crosseurs qui vont connaître le youtubeur Jujimufu. Tu vois qui c'est, tu le connais très bien. Je mettrai des images. Et ben lui il a fait beaucoup de sport et il a décidé récemment de se mettre au body et lui comme c'est un youtubeur et qu'il est assez connu, il fait les choses à fond parce qu'il documente tout et il s'est fait coacher, alors je sais plus, par Flex Lewis je crois. Wheeler. Flex Wheeler, pardon, excuse-moi, Flex Wheeler. Ah ouais d'accord. Flex Wheeler et ils ont fait un live et il finit le truc, il dit c'était une des séances les plus dures que j'ai jamais fait de ma vie. Parce qu'il fait du posing, il lui demande des trucs et tout, de maintenir des positions. Ça fait PLS. T'as déjà essayé? Moi j'ai essayé la dernière fois juste pour rigoler, quand il me montre des postures de posing à tenir. C'est horrible, ça te pompe une énergie de ouf. Tu dois être en fait hyper contracté, mais en même temps avoir une tronche de mec hyper relâché alors que t'es à balle. Parce qu'il faut aussi travailler, tu vois, ça c'est un truc qu'on fait en muscu, enfin qu'on fait. C'est pas un truc qu'on fait volontairement, mais on travaille beaucoup la connexion cerveau-muscle. De bien sentir les muscles, la connexion, pouvoir tout contracter. Quand tu parlais pour les quadriceps, etc. Voilà, tu vois. C'est un truc qu'on travaille beaucoup, quoi. Tu te mets debout, tu fais une légère flexion des jambes, il faut réussir à contracter un petit peu les ischios, tu me disais en griffant le sol, tu fais comme si tu faisais une poussée pour... Oui, c'est le Mind Muscle Collection qui est très connu, qui est très populaire, mais les gens ne le font pas vraiment. C'est sûr qu'un bodybuilder qui fait un curl biceps, il arrivera beaucoup plus à solliciter son biceps que quelqu'un qui est en salle de muscu, qui prend son truc et ça va pas l'isoler le truc. Bien sûr. Ça c'est un entraînement à part, je pense que ça doit... Ah non, c'est pendant ton entraînement. Non mais je veux dire, le fait de réussir à bien, comme tu dis, connecter tout ce qui est information de contraction au muscle. Il y a des mecs, peut-être, ça leur prend peut-être 1 an à bosser, parce que je veux dire, c'est pas quelque chose que tu as directement comme ça. Je pense que c'est un truc que tu fais tout le temps. Ça vient avec les années, puis ça vient surtout quand tu commences à avoir de la masse, quoi, tout bêtement. Oui, puis tu arrives plus facilement à avoir la stimulation, à contrôler. Et c'est pas un truc que tu peux arrêter, et justement, je pense que c'est à chaque entraînement, je sais pas si tu dois te remobiliser mentalement pour te dire, ok, je me concentre bien sur engager tel muscle, ou c'est assez automatisé maintenant. Non, maintenant, j'ai pas besoin d'un miroir par exemple pour faire une pause. Tu vois, voilà, les miroirs, pareil, les gens savent pas forcément. C'est des années d'entraînement devant les miroirs, hein, bah ouais. Les miroirs. Tu te regarder pour ton posing. Voilà, les gens pensent que les miroirs c'est fait pour se reluquer, alors qu'en fait c'est fait pour savoir si on exécute la bonne technique et si on est bien placé en fait. Je suis détaillé quand on a eu des poulies au début. Oui. Il y a des commentaires, c'est le ou des trucs comme ça. Les adhérents critiques, c'est des. Non, pas les adhérents. Petits miroirs. On en avait quelques-uns, c'était des blagues, tu vois. Et qui nous a taillé sur les poulies? Il y avait pas mal de personnes. Ça taillait pas vraiment, mais ça arrivait, ça faisait une blague, c'est le coin Basic Fit, ou ça y est, vous devenez une salle de fitness. Ils le voient pas comme un outil, en fait, si tu veux, c'est vraiment. Ils vont voir arriver. En fait, c'est une minorité, quoi, faut pas faire. Non, c'est une minorité. Mais ce que je veux dire, c'est que ça montre bien qu'il y a une incompréhension et une méconnaissance de. Je veux dire, c'est un outil de travail, c'est comme un mec qui fait que de la muscu sur des machines et qui se fout de la gueule de quelqu'un. Après, attention, t'as aussi, en body, attention, t'as aussi, ça je pense que n'importe qui va le dire, t'as aussi le côté narcissique où tu vas faire ta séance, t'es pumpé de ouf, comme t'as le côté tu te regardes et tu vois, ça fait kiffer, tu vois tes résultats, etc., tu vois l'effort que tu mets. Oui, parce que l'objectif du sport, c'est l'esthétique. L'objectif, c'est l'esthétique aussi, donc il faut voir un peu à quoi tu ressembles. Mais genre, t'es obligé d'être un peu narcissique, je pense. Ouais. Un petit peu, c'est comme les mecs qui font de la performance à haut niveau sur après, bien sûr, lift, les mecs, pas tous, mais t'as des mecs qui ont un peu le melon, tu vois, parce que je
Après, voilà, oui, bien sûr, il y a cette partie. Plus fort, il y a cette partie de narcissisme que tu peux garder pour toi, et puis tout en restant humble. Quoi. Ça peut être un outil aussi pour pouvoir t'entraîner, te dépasser, etc. Parce qu'il y en a, c'est leur carotte. Quoi. Le fait de fonctionner comme ça par ego, ça leur permet de se pousser plus loin en entraînement, ou de soulever des d'être confiant et tout ça, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Et justement, est-ce que toi tu côtoies un peu des gens du crossfit, à part nous? Est-ce que tu côtoies des gens du milieu crossfit? Est-ce que tu connais les athlètes crossfit? Pas du tout, vous êtes les premières personnes que et c'est quoi que j'ai pas tapé. Et nous, sachant que nous on n'est pas des crossfitters, t'as un altéro, un power builder, mais c'est vrai qu'en plus moi je fais plus du power building qu'autre chose. Power building et un gymnase, donc nous on est pas vraiment non plus, on est dans le milieu mais on n'est pas des crossfitters. Qui s'y connaît le plus de vous trois en crossfit? Qu'est-ce que tu entends par celui qui en a le plus fait, c'est moi, et ça veut pas dire que je suis forcément le meilleur. Qui c'est qui regarde les news et tout, de ça? Moi, comme ma copine elle en fait, je pense que je suis un petit peu après. Non, je pense que Louis il suit de loin aussi quand même. Louis il suit tout en fait. Ah oui, il suit le. En fait, moi j'aime le sport de haut niveau. Ouais. Pas tous les sports qui me plaisent, mais en règle générale, j'aime le sport de haut niveau. Moi je suis pas les autres sports forcément. Et en fait, voilà, je prends pas beaucoup de plaisir à aller voir, je prends même presque aucun plaisir pour être sincère à aller voir une compète de crossfit juste à côté. Par contre, aller voir les games, ouais, ça pourrait me plaire parce que là, tu vas voir les top 10 mondiales. C'est pareil, une compète de body, aller voir une compète de body dans le coin ici, m'en fous un peu. Par contre, tu vas voir Colmar ou tu vas à l'Olympia, je serais saucé en fait. Oui, bien sûr. Je serais saucé parce que c'est ça reste un show de ouf. Voilà, ça reste un show de ouf. Tu sais, c'est marrant aux États-Unis, mais quand tu vas à une compète, parce que moi j'ai accompagné un ami à ces compètes là-bas, les gens, pour les ricains, quand ils viennent à la compète, ils viennent habillés en costard, chemise et tout, quoi. Pour eux, ils vont voir un show, quoi, tu vois, c'est comme s'ils vont au spectacle, au théâtre. C'est des bars, tu vois. Moi, j'étais arrivé avec mon vieux jog, j'avais du tas sur les mains, des t-shirts dégueulasses et tout. Ça donne quand même un gage de respect aussi à la pratique. Ah, carrément, le sport et aussi à l'événement, tu vois. Ouais, carrément, ils prennent ça au sérieux. Et du coup, je te pose la question de savoir ce que tu pensais de ce sport d'un point de vue un peu extérieur, du coup. Est-ce que tu penses que c'est bien pour le monde du fitness? Est-ce que pour toi ça... Je sais pas, ton avis tout simplement sur la discipline. Oui, bien sûr. Si t'as pas d'avis. Et si t'as pas d'avis, c'est pas rien de force pour en avoir. Ah non, t'inquiète, c'est pas tabou. C'est pas tabou. Non, je pense que c'est super. Quand tu vois toutes les personnes qui peuvent motiver les autres à faire du sport, à faire de la muscu, même peut-être pourquoi pas les motiver à faire d'autres sports dans le monde de la muscu ou autre. Donc non, à la base du sport, ça reste quand même quelque chose de sain, c'est super, que ce soit sur le plan psycho ou même sur le corps. Ça fait bouger les gens. Ça fait bouger, quoi. Et je trouve que ça leur fait s'intéresser à la diète. On leur fait s'intéresser, bien sûr, sur la diète et tout ça. Je trouve que ça permet aussi un peu une évolution des standards et des canons de beauté chez les nanas. Parce qu'avant, alors je dis pas que ça a forcément beaucoup changé, après, je pense qu'il y a toujours des écoles, Instagram, mais voilà, mais là maintenant les meufs qui sont plus musculeuses, maintenant ça passe beaucoup mieux, quoi. Ouais, auprès de nous, mais je pense qu'il y a des gens dans la rue. Mais non, je te auprès de nous. Non, par contre, après c'est vrai que ces 3 dernières années. Non, mais ça se popularise quand même, ça prend de l'ampleur. Après, c'est explosé. Déjà, là, avant, je vais dire un truc, je vais me faire fumer, je m'en fous. En fait, moi je trouve que quand j'étais ado. Attends, t'es sûr? Oui, je suis sûr. Quand j'étais ado, les physiques. Réfléchis bien. Les physiques qui étaient un petit peu physique goal que les nanas voulaient pendant l'été. Quand elle disait tiens c'est bientôt l'été, je vais manger que de la soupe le soir et je vais faire du footing. Donc ça c'est le meilleur truc pour devenir un cure-dent, tu vois. Oui. Et avant c'était plus ces physiques-là qui étaient un petit peu mis en avant, comme aussi avec le monde du mannequinat à l'époque qui était le remplaçant d'Instagram. Les filles fortes, grandes, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, etc. Des mannequins russes, quoi. Oui, voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, t'as beaucoup de jeunes qui se mettent à la muscu avec plein de youtubeurs, par exemple, comme Thibaut Inchep, etc. qui vulgarise le truc pour que les jeunes puissent aborder le truc plus facilement. Salut la jungle. Mais maintenant j'ai l'impression que les nanas, tu vois, ils ont compris dans toujours la quête du summer body qu'il y a un peu tous les ans, que si tu veux avoir des formes, faut faire de la muscu et bouffer. Tu vois. Et c'est pas avec tes soupes billes que tu vas faire quelque chose. Quoi. Ça c'est clair. Non mais c'est vrai, c'est de la merde. Non mais après c'est beaucoup Instagram. En plus c'est plein de sucre. Depuis 3 ans, ça a pété. Tu penses, toi tu dis 3 ans, pas plus? plus? 3-4 ans, max. Je trouve qu'il y a vraiment tout le monde qui fait un peu de muscu ou quelque chose. Ça s'est américanisé un petit peu, je trouve, Ouais, la pratique du sport.
Après, on a toujours le sport associatif et les compétiteurs. On a toujours la génération qui eux on va beaucoup être critiqués, tu vois, genre 40, 60. Genre t'es musclé donc t'es con. On va être critiqués de ouf, mais je pense que la nouvelle génération, au final, ça va peut-être un peu mieux passer. Il y a plus comment dire, le côté positif dans le fait d'avoir un corps en bonne santé, d'avoir une bonne shape, qu'avant où c'était vraiment, je trouve, je dis gage un peu d'idiotie, c'est-à-dire que quelqu'un qui était musclé ou sportif même de haut niveau, le sport, c'était un gros bête, tu vois. Par contre, c'est au détriment du QI, quoi. Le QI est en baisse en France. Oui, mais ça, je pense pas que ce soit à cause du sport. Je pense que le sport fait voter à droite. Oui, c'est un peu fasciste le bodybuilding. Le sport, c'est fasciste. Oui, mais en vrai, si on parle là-dessus, à l'époque de Kennedy. Ça y est. Non, mais à l'époque de Kennedy, si tu veux. Il y a un gros coup de frappe. C'est pas ça. On descend tous maintenant. T'as déjà vu les vidéos d'entraînement dans les universités à l'époque de Kennedy? Les mecs ils sont tous comme ça. Les mecs font traction, pompe. Ils t'enchaînent tous 30 dips, ils font tous 10 tractions. Et ça c'était dans les écoles, c'était le sport obligatoire. Et ça c'est fasciste, tu vois. Aujourd'hui on dit que. Je sais pas si c'est des hommes ou des femmes. On dit voilà, faut pas être fasciste parce que sinon t'es un garçon, pourquoi t'as pas le droit de tomber enceinte? Aujourd'hui c'est ça. Non mais sérieux. Ça y est, il est parti. Du coup, c'est de revenir sur la suite. Est-ce que t'as tes règles quand tu commences à t'armer? Tu parlais justement du regard des gens. Bodybuilder, c'est pas trop on en parlait tout à l'heure, c'est pas trop un job que tu peux cacher, ça se voit, c'est pas une pratique que tu peux, tu vois, ça se devine. Est-ce que justement, c'est quoi le rapport que tu as avec les gens par rapport à ça? Est-ce que tu sens qu'il y a des gens qui sont au contraire, ils sont là, waouh, putain, c'est incroyable, ou tu sens que si on te regarde dedans, déjà, ça te flatte, forcément, les gens doivent te dévisager assez régulièrement quand même. Déjà, ça te flatte plutôt ou ça te dérange? En France, dans le public, maintenant je m'en fous totalement, tu vois. Quand tu te bats dans je m'en branle, franchement, je fais même plus attention. Tu vois, même tout à l'heure, Charlie, je sais pas si t'as entendu, mais quand on remontait, on est parti de la plage, à un moment tu t'es arrêté pour mettre tes chaussures, puis t'as un couple de deux vieux, ils se sont arrêtés, et puis j'ai vu le mec dire à sa femme, ouais, regarde-le, lui c'est trop et tout. Et je l'entendais, tu vois, j'aurais pu aller l'embrouiller, mais j'ai fait. Regarde toi. J'ai fait, c'est bon, on s'en branle, tu vois, je veux dire. Et ça, tu vois, c'est des comportements que je vais trouver qu'en France, quoi, tu vois. Mais parce qu'en fait, on n'a pas jugé sur dans la rue, tu te fais même limite pointer du doigt et tout, quoi, limite, tu vois, les gens. Oui, c'est vrai, ça c'est bon, je vais te dire un truc qui est marrant. Mais je m'en branle, sincèrement. Je passe au-dessus. À la limite, ceux qui viennent te voir, par contre, je pense que c'est pour te. Mais par contre, après, en privé. Ouais, quand c'est des personnes qui viennent me voir, qui me disent c'est cool, toi t'es énorme, machin, des trucs comme ça fait plaisir, tu vois, c'est marrant. Mais après, c'est sûr qu'il y en a qui t'es énorme. Ils viennent te dire ça, ils viennent te dire ça, mais après, ça veut pas dire qu'ils kiffent forcément, quoi, mais après ça peut partir sur des conversations. Non, puis le truc de ces... Après, il y en a qui me le disent dans la gueule, hein, c'est trop, machin. Après, le truc de c'est trop, c'est que... Ouais, voilà, t'as de tout. Après, le truc de c'est trop, c'est parce qu'ils sont dans une logique de l'esthétique classique, entre guillemets, du quotidien pour monsieur et madame tout le monde, alors que tu vas pas voir une chaîne ball en disant tu cours trop vite, gros. Oui, ou tu donnes que trop, ou tu... Voilà, après, tu sais, on a une mentalité très spéciale en France, donc quand t'es pas dans la norme dans quelque chose, dans n'importe quelle catégorie, que ce soit le sport, politique, financier, politique, ouais, même politique, on peut dire, n'importe quoi. Si t'es pas dans la norme, tu te feras critiquer dans tous les cas. Je voulais te faire une remarque par rapport au jugement des gens. Le truc que j'ai remarqué par rapport au body et au volume musculaire qui est impressionnant avec ce sport, c'est que moi j'ai des amis en fait qui m'ont commenté sur Instagram, comme les 2-3 photos, on était tous les deux, qui m'ont dit putain le mec il est énorme. Et en fait ça m'a surpris parce qu'il y a 2-3 personnes que je connais d'avant qui ne sont pas forcément dans le domaine du sport, qui m'ont dit putain c'est beaucoup trop, c'est dégueulasse, c'est énorme, ça ressemble à rien, etc. Et en fait ça m'a choqué parce que je pense pas qu'il y ait des Français qui regardent des marathoniens et qui disent putain regarde son physique. Moi parfois je vais tailler les photos grosses. Non c'est lui qui déborde. Non, c'est pas vrai. Tape gros sur Google et puis taille. Mais tu vois, les Français ne veulent pas critiquer, tu vois, des corps tout maigres que tu peux avoir par exemple des gens qui font des marathons. Ils vont pas dire ouais putain c'est un cure-dent, il est dégueulasse, ou ils vont pas aller dire sur des rugbyman pour regarder ils sont gras. Mais par contre le body, les gens je trouve qu'à chaque fois se permettent de dire
ah ça ressemble à rien, c'est énorme. Mais en fait, ils sont pas capables de juste la performance. C'est pas le sport qui va au JO depuis déjà 40-50 ans. Ouais, mais au-delà de ça, même je pense qu'il y a le body, les gens pensent que quand tu fais ce sport-là, c'est que tu as quelque chose à cacher ou que tu as quelque chose à compenser. Vraiment à n'importe quel sport. C'est complètement con. Mais ça, pour moi, ça explique une partie de la réponse, c'est qu'en fait, il dit bon, bah s'il fait ça, c'est qu'en fait, il a pas confiance en lui. S'il fait ça, c'est qu'il veut. Mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas le recul pour juger la performance sportive. C'est que un mec qui regarde un marathonien, même s'il ressemble à rien, parce que quand il y a du vent, il y a des mecs qui s'envolent, bah en fait, il va dire putain, le mec il court super vite, il fait un super chrono. Et je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de Français, par rapport à la mentalité qu'il y a ici, qui vont pas être capables de prendre le recul et de se dire putain, c'est un athlète, il y a sacrifice alimentaire, il y a de l'entraînement, il y a de la rigueur, etc. Même si je suis pas fan du physique, je reconnais ça. Et en fait, eux, si tu veux, directement, c'est dans le jugement, dans le péjoratif. Et comme a dit Louis tout à l'heure, j'ai l'impression que maintenant en France, faut surtout pas tailler les gros lards. Mais par contre, ceux qui se cassent les couilles à faire de la muscu, et c'est des merdes. Ouais. Ils sont teubés, ils font ça parce qu'ils ont des petites bites. Non, du coup, les gros lards, ils sont quoi des... Les gens se permettent de donner leur avis déjà. C'est la grosse différence. Oui, et puis après là, moi je trouve que comme t'es on est dans une... Oui. Comme les tatouages à une époque, maintenant c'est plus cool, mais il y a des gens qui disent ah, putain, tu vas pas avoir tes tatouages, même pour de l'argent je le ferai pas. Mais personne va t'en donner, connard, pour te faire tatouer. Non, puis maintenant on essaye de te faire passer que l'obésité c'est la norme aussi, il n'y a pas de problème. Oui, parce qu'il faut s'aimer soi-même. Enfin, voilà, c'est aussi un peu tout ça. Body positive, c'est ça. C'est ce truc-là. Moi les gars, faut que je balance, bouffe. Faut que je bouffe, moi. Bah vas-y. Faire un petit break là, vite fait. Vas-y, on peut te faire. Reprise, scène 2. On regarde celui-là. Bon, on vous a pas menti, il nous a dit que la diète ça faisait partie intégrante de la vie d'un bodybuilder, que c'était tout le temps, qu'il fallait rien lâcher. Là on a dû couper le podcast, il avait déjà du retard donc casser les couilles. Voilà. Bah, du coup ça me permet d'enchaîner un peu sur une question. Pour toi, c'est quoi ce que tu préfères dans ton sport et ce que tu détestes le plus? Tu vois, c'est vraiment le truc qui te motive à faire du bodybuilding, est-ce que vraiment tu t'en passerais bien quoi? Bah, après ce que je préfère, c'est le lifestyle, entre guillemets, suivre la diète, les entraînements, voir les résultats au fil des semaines, etc. quand tu es vraiment en prépa. Ça c'est vraiment un kiff. Oui, de voir plutôt l'aboutissement de... Voilà, c'est l'évolution de ton physique. L'aboutissement, aussi, bien sûr, quand tu es... C'est l'évolution de ton physique en fonction des micro-réglages, des réglages que tu vas faire. C'est ça. Quand tu dis que t'aimes le lifestyle, t'aimes la rigueur que ça te met aussi dans ton quotidien. Ouais. En fait, c'est presque un plaisir de la contrainte. Ouais, c'est ça, c'est un plaisir du sacrifice, tout simplement. Ouais. Parce que après, t'as aussi peut-être, je pense, à chaque fin de journée, le sentiment d'avoir réussi à faire ça, de maintenir la diète, c'est comme si t'avais en fait fait des petits challenges en fait chaque jour. Ouais, voilà. Chaque jour qui passe, c'est un truc, une croix que tu coches, quoi. Une case que tu coches, pardon. Et est-ce que tu aimes le moins du coup? Ce que j'aime le moins, peut-être la rigueur qu'il faut avoir à l'année, parce que c'est dur, sincèrement. Donc c'est à la fois ce qui te fait kiffer, mais aussi le... Bah aussi, et aussi le revers de la médaille. Tu l'aimes bien peut-être sur une prépa, tu vas aimer ça sur une prépa peut-être. Ouais. Par contre, parce qu'il y a une rigueur qui est plus élevée en prépa, mais c'est pas parce que t'es pas en prépa qu'il n'y a pas de rigueur. Parce que, ah non, après... En termes d'intensité, est-ce que tu peux dire un peu, enfin pas l'intensité de l'entraînement, mais en termes de rigueur, c'est quoi l'état d'esprit quand tu es en prépa par rapport à l'état d'esprit ou le truc que tu peux te permettre quand tu l'es pas par exemple? Les gens ils voient un peu la différence. Bah là tu as vraiment l'objectif à court terme, moins de 3 mois, 4 mois, tu peux pas faire d'écart sur ta diète, il n'y a pas de cheat meal, côté diète est dur, faut faire ton cardio, faut vraiment être focus, tu peux rien louper, faut pas louper tes compléments. On en a pas parlé mais t'as le sommeil aussi. T'as le sommeil, il faut être sain, que tu te reposes bien. Pour pouvoir faire des bons entraînements parce que le niveau les activités extra pareil tu limites vachement. Activités extra, bah ouais tu limites hein. De toute façon tu nous as dit qu'en plus c'était KO. Bah t'es KO quand même la plupart du temps. Parce que les gens se rendent pas compte qu'athlète de haut niveau t'es fatigué tout le temps déjà en fait. Bah oui tu regardes dans n'importe quel sport, hein. Je pense que les mecs t'es toujours fatigué. En même temps, si tu l'étais pas, ça serait un peu... Soyez accessible à tout le monde. Et que tu manques un peu d'entraînement aussi. Donc, non, bah après, la fatigue est surmontable, j'ai l'habitude. On fait quand même des trucs, je fais quand même des trucs. Là, en plus, avec Charlie, on bouge souvent, on est tout le temps ensemble. Et c'est important, justement, aussi, quand t'es en prépa, de faire des trucs. Déjà pour essayer de t'évader un peu psychologiquement, pas penser à la bouffe et tout ça.
Parce que si tu restes chez toi dans le canapé, tu câbles rapidement. Donc non, c'est important de rester actif. Puis rester actif, voilà, faut bien skier, mais tu vas brûler plus de calories, tu vas faire... Juste pour que les gens se rendent compte un peu de l'emploi de temps que tu peux avoir, combien de fois tu vas manger par jour et combien de fois tu vas t'entraîner par jour et combien de temps durent les séances. Bah, le matin, là, avec la prépa, j'ai 45 minutes à jeûne cardio. Là, je fais du vélo. Niveau diète, j'ai 6 repas par jour plus un shaker. Donc 6 repas solides. 6 repas solides. 6 repas post-solides, je mange toutes les 3 heures, donc de 9h jusqu'à 1h du matin à peu près. Ouais. Et tu te couches à 1h du matin parce qu'il faut que tu mettes tous tes repas. Bah, il faut que je me couche jusqu'à ce que j'ai fait tout. Oui, parce que en se levant à 9h, tu peux pas. Oui, je veux dire. C'est comme moi, parce que Flo me fait ma diète. Moi, si je commence à manger à 8h, c'est mon dernier repas, je le fais à minuit. Parce que tu peux pas. Non, mais en fait, moi je me mets à la place des gens qui regardent. Je me doute hein, que vous devez. C'est pour que les gens se rendent compte que tu ne te couches pas à 1h du matin parce que tu traînes. C'est parce que, comme tu dis, c'est important. Tu es obligé de te coucher à cette heure-là parce que sinon, au point de vue calendrier avec les repas, ça marche pas en fait. Tu es obligé en fait. Il y a ça, puis après, bon, le fait aussi que je puisse bosser à la maison, etc. Donc c'est vrai que j'ai plus tendance à me coucher plus tard. Bon, après, il y a des personnes, des body, ils vont se coucher à 10h, 9h. Tant que tu as fait tes 7-8 heures de sommeil. Oui, c'est ça. Et tu disais qu'il faut manger toutes les 3 heures, par contre, à l'inverse, dans le fait que tu te couches tard, parce que John pourrait très bien se dire pourquoi il ne mange pas plus tôt son dernier repas. Il en ferait le 6ème, mais c'est qu'il y a aussi une importance sur le temps d'espace entre les repas. Ouais, il faut 2h30, 3h. Voilà, pour le temps de bien les digérer, les assimiler. Ouais. Parce que si tu peux pas t'enquiller un truc en te disant putain, bah la merde, j'ai envie de me coucher tôt, j'ai enquillé les 3 derniers repas avec 1 heure de pause, ça marche pas comme ça. Ah non, pas du tout. Au niveau des entraînements Au niveau d'entraînement, c'est 1h30 par jour, entre 1h et 1h30. Ouais, c'est très intense quoi. C'est marrant, intense. C'est marrant parce que j'aurais pensé que tu t'entraînais, alors tu l'as peut-être fait, hein, j'imagine que tu ne sais pas entraîner plutôt de cette façon-là, mais tu t'entraînais plutôt 2 fois par jour. Je l'ai fait, fut un temps, juste 2 fois par semaine, et ça me tue trop au niveau récup, enfin j'arrive pas. Ok. J'arrive pas à suivre, ça me rend pas, je suis pas plus performant, je prends pas plus de masse. Et tes concurrents, et tu sais un peu comment ils font, la majorité des gens font quoi? Ils font plutôt 1, plutôt 2? La plupart s'entraînent 1 fois par jour, ça. Ok, bah moi tu vois j'étais persuadé. T'en as certains qui s'entraînent 2 fois, c'est vraiment... Il y en a qui font des entraînements longs, parce que je pense qu'il y a un Allemand très connu qui... 2h30 de muscu qui muscle tout. T'as un Allemand très connu qui s'appelle Roman Fritz, lui il s'entraîne 2 fois par jour. Et le mec s'entraîne 1h30, 2 heures à chaque fois, des trucs hyper intenses, trucs de fou quoi. Entraînement de fou. Parce que pour un body c'est quand même mieux de privilégier un entraînement court et intense que de branler pendant 2 heures quoi. Ouais bah ouais c'est un peu ça quoi. C'est assez court dans... Oui, c'est pour ça que même les gens qui regardent la vidéo, ceux qui font de la muscu pour un objectif de body, il y a aussi l'importance d'essayer de ne pas traîner 10 plombs à la salle. Parce que oui. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment de plus en plus aller à la salle parce que ça devient un peu plus... C'est pas parce que tu restes 3 heures, ça va être... Voilà, exactement. Tu as plus de rentabilité et de résultats à faire quelque chose sur un laps de temps réduit, mais où tu t'envoies à balle quoi. C'est ça. Ok, donc un entraînement par jour, 6-7 repas, et après du coup, ce que tu fais en boulot, tu fais du coaching, en plus de tes sponsors, c'est ton taf, tu suis combien de personnes à peu près? Là, entre 40 et 50. Ouais, c'est quand même... Ouais. Et c'est un coaching diète ou muscu? La plupart c'est tout. Diète, entraînement, puis je fais par suivi en fait, par trimestre, etc. Et je préfère, quand je travaille avec quelqu'un, je préfère tout régler de A à Z, quoi, tout contrôler. Parce que les deux sont... Les deux, il y a un lien bien sûr, parce que si le mec il suit une bonne diète, ok, mais au niveau entraînement ça ne suit pas, il n'y aura pas de résultat. Et tu veux maîtriser un maximum de paramètres pour avoir un meilleur résultat possible. Ouais, bien sûr. C'est logique. Et du coup on va parler aussi du sujet un peu, je vais dire tabou en France, mais bon pas trop pour nous. C'est le dopage. Forcément les gens se doutent bien que pour performer à ce niveau-là, d'ailleurs dans la grande majorité des sports, pour ne pas dire dans tous les sports, ça va aussi avec la partie chimie. Et ça, on s'en rend pas compte. Justement, le body il a réussi à régler le problème dopage entre guillemets en disant on autorise tout dans certaines fédés. C'est moins injuste que dans certains sports où il y a certains qui n'ont pas le droit et d'autres ont... Dans la plus grosse fédé, là où il y a Olympia, toutes les compétitions Olympia amateurs, etc. Oui, il n'y a pas de truc de dopage, de contrôle. Et t'as une fédé en France de body? T'en as plusieurs. Hein. Mais je veux dire, c'est des fédés reconnus par la fédération française. C'est simple, de toute façon en France, t'as la fédé naturelle, je crois que t'en as une ou deux. Ensuite t'as la fédé IFBB, mais côté tout ce qui est Espagne,
comment ça s'appelle, ça a été scindé en deux. Mais après, tu as l'autre IFBB, où là, cet IFBB, ça va être tous les Olympiamateurs, toutes les grosses compètes, toutes les compètes pro, tous les Olympiades. Mais ça, c'est les trucs ça, c'est la fédé la plus haute. Mais ça, c'est transversal. Ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce qu'il y a une fédé, parce que normalement, chaque fédération française régit un sport, et chaque fédération française est contre justement l'utilisation des produits dopants, donc il y a NTS, etc. Mais du coup, est-ce qu'il y a une fédération française de body? Ou c'est des fédérations, si tu veux, un petit peu plus privées? Oui, c'est plus privé, on va dire. Oui, voilà, il n'y a pas de fédé française. La fédération, elle s'appelle Fédération Haltérophilie Musculation. Ouais. Et ça, c'est la fédération qui est reliée à Jeunesse et Sport. Et est-ce que du coup. Et là-dedans, il y a des contrôles antidopage. Parce que l'agence française antidopage l'oblige pour le sport officiel, entre guillemets. Okay. Mais par contre, en fédé IFBB, c'est pas régi par une fédération. Mais les compétitions. Justement, étatique, ministère des Sports, donc il n'y a pas d'obligation. Et du coup, cette fédé-là, comme tu dis, là, qui est soumise un peu sous la coupe aussi du nom altéro, etc., est-ce que ces compètes-là de muscu sont reconnues un peu par le nom des body ou Non, parce qu'ils sont beaucoup moins gros, les mecs. Oui, donc ça c'est presque dans le body, en fait ça existe pas. C'est moins prestigieux dans le body. Par contre, la fédé naturelle, eux, ils font des tests antidopage le moment du concours, mais ils peuvent pas tester tout le monde. Donc, oui, c'est comme dans tous les autres sports, en général. Donc après, oui, le dopage... Ça n'a de naturel que le nom, c'est ça? Voilà, c'est un peu ça. Mais par contre, ce qui me fait sourire par rapport à part s'il y a des fédés où ils testent tout le monde, là, oui, c'est cool. Oui. Et ce qui me fait sourire par rapport au sport de haut niveau dans le body, c'est que c'est impensable pour quelqu'un, je veux dire, de non averti ou même de pratiquant de loisir, de penser qu'un mec qui fait Olympia est nati, donc qui prend pas de produit. Pour lui, c'est impensable parce que dans sa tête, produit, c'est volume musculaire, physique énorme. Mais par contre, il y a des gens qui ont encore le doute aujourd'hui, alors peut-être que je vais me faire insulter, mais bon, je m'en tape, qu'il y a des gens qui pensent que c'est possible qu'être dans les 10 premiers mondiaux aux Games clean. Alors que... après, moi, je connais pas. Je veux dire, c'est pour moi je en fait pense que c'est pas possible. C'est hyper hypocrite de dire que les mecs qui sont chargés se sont fait battre par ces mecs naturels. Oui, voilà. Alors t'avoues que le dopage n'est pas efficace. Parce qu'en fait, je pars juste du principe qu'à partir du moment où dans le curling, dans le tir à l'arc, t'as des mecs qui prennent des produits dopants, sur des métabloquants et des choses comme ça, par exemple pour le tir à l'arc, pour moins bouger avec les pulsations. Donc tu te dis que le mec, si tu veux, il a que ça à foutre, tu vois, avec ses doigts, et lui il se dope. Donc un mec qui doit nager, courir, sauter, porter des trucs, en fait lui c'est la lumière rouge, le poulet et la cryothérapie, tu vois. Après il y a beaucoup d'hypocrisie, c'est sûr. Moi dans le body, justement. Après dans le body, on peut pas trop s'en cacher, quoi. Après t'as toujours, sur toi. t'as toujours des athlètes qui disent qu'ils sont naturels alors qu'ils le sont pas. Tu dis qu'ils ne peuvent pas trop s'en cacher, oui et non, parce qu'en fait ils ne peuvent pas s'en cacher, pourquoi? Parce que dans la tête des gens, quand t'as un volume musculaire qui est énorme, tu prends. Mais pour moi en fait c'est la même logique que quelqu'un qui fait les games, qui fait 5 jours de compète, qui le 5e jour il fait des chronos de malade, pour moi en termes de performance c'est impensable de penser qu'il rien. Après pour moi le bodybuilding, l'haltérophilie, le cyclisme ça souffre un peu de ça parce que les gens méconnaissent les sports, ils pensent que c'est juste des sports qui sont basés sur des qualités organiques et donc il n'y a pas de technique, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de science de l'entraînement, donc ils pensent qu'en fait c'est comme une voiture auquel tu mets un turbo et puis voilà, puis c'est d'accélérer, donc forcément si tu changes le moteur, tu mets un carburant différent, alors c'est beaucoup plus complexe que ça. T'as même des gens qui vont dire que celui qui gagne, c'est celui qui a les meilleurs produits. Oui, totalement. Donc, en body, il y en a qui pensent ça. Oui, alors que ça n'a pas de sens. sens. Comme tu as dit, il y a paramètres produits, il y a paramètres entraînement, paramètres diète. Ouais, il y a tout. Et les gens qui sont les meilleurs là-dedans, tu seras d'accord avec. Enfin, je pense que tu seras d'accord avec pour dire ça, c'est que c'est meilleur surtout sur la diète, l'entraînement et la chimie aussi, quoi. Oui, et la génétique aussi. Oui, c'est l'ensemble de tout. Comme en haltéro, les meilleurs haltérophiles, c'est ceux qui ont les meilleurs produits, qui ont la meilleure morpho avec les meilleurs leviers, qui ont les meilleurs préparateurs, c'est une synergie de l'ensemble de ces choses. Parce que tu peux prendre n'importe quel goulure dans une salle, tu lui en mets plein le cul, il va rien faire. Tu transformes pas un âne. On va arriver sur une question un peu personnelle. Quand est-ce que tu as commencé du coup toi à prendre des produits ou en tout cas à t'y intéresser, à regarder? Moi j'ai commencé à 19 ans, au bout de 2 ans et demi de... 2 ans de pratique. Ouais. T'as été accompagné ou j'ai été accompagné. Ça c'est bien, n'empêche. J'ai été bien accompagné. C'était un pote qui à l'époque, je crois, dans les 35 ans, il avait déjà fait beaucoup de compètes, etc. Il y avait un potentiel en toi pour vouloir te conseiller ou c'est toi qui lui as demandé? On s'entraînait ensemble, donc en fait c'est des sujets qu'on a abordés petit à petit. Moi à ce moment-là, j'étais en mode, je faisais que de lire des forums, des livres sur les prods, je lisais un maximum de trucs. Et c'est cool parce que je maîtrisais déjà l'anglais
Je lisais tout aux États-Unis. En fait, je me suis vite rendu compte que les forums français, les trucs que tu peux lire sur internet, les mecs sont carrément en retard, quoi. On a vraiment beaucoup de retard. À tous les aux niveaux. États-Unis, ouais, à tous les niveaux. Et on en avait parlé la dernière fois, mais du coup, tu dis que sur les médias ou les réseaux français, il y a un gros retard par rapport justement à ces connaissances-là. Est-ce que tu penses pas aussi que des personnes qui ont de la visibilité aujourd'hui, qui abordent souvent ces sujets-là, notamment la chaîne YouTube de The Rob, est-ce que tu penses qu'ils arrivent à améliorer le retard qu'il y a eu ou qu'ils continuent au contraire à répandre un peu de la connerie, à extrapoler un petit peu les choses, parce qu'on en a parlé succinctement. Mais... Non, améliorer, sincèrement, je pense pas. Ouais. En fait, je pense que le truc qu'il aimerait faire à l'origine, Rob, est pas mal. Je trouve que Pour ceux qui connaissent pas, tu peux expliquer rapide. Tu vas te faire inviter après par The Rob. Bah non, on Déjà, se il parle va lui souvent, demander. il m'a déjà invité 2-3 fois et il veut faire une vidéo. C'est ceux qui connaissent pas la chaîne, vous pouvez aller voir, c'est une chaîne YouTube. Ouais, c'est The Rob, il qui fait rencontre des- pas mal de des body, vidéos il sur, parle de cure, etc. Et de cul. Mais Oui, de cure aussi. l'initiative est cool, en plus lui, j'aime bien la façon dont il a à échanger avec les personnes, etc. Des fois il y a des trucs pertinents. Mais le problème c'est que voilà, en fait 99% du temps c'est que des abrutis qui l'invitent, quoi. Oui. C'est des mecs qui connaissent rien, qui sont allés sur un forum, qui prennent 4-5 grammes de produits, ils ressemblent à rien. Bah, tu disais que la dernière fois, il avait communiqué la cure, le protocole d'un mec, et c'était, tu me disais que si le mec Oui, avait enfin il fait ça, avait en fait fait, une tu vidéo, claques. ouais, je crois qu'il avait un peu mal pris. Il avait fait une vidéo où en fait il disait la cure d'un body pro ou je sais pas quoi. La cure, ça avait aucun sens. En fait, tout était extrêmement élevé, mais ça pouvait pas marcher ensemble, quoi, tu vois. Enfin, tu peux pas. Il y a des trucs qui s'opposaient c'est- presque. c'est N'hésite pas pas, possible. pas à vulgariser un peu pour les gens parce qu'ils connaissent pas forcément, tu vois, pour Ouais. une diète qui est cohérente, enfin une diète cohérente ils peuvent penser mais la chimie ils se rendent pas Là, compte c'était de un à quel truc point chimique, c'est pareil, c'est très pointu en fait. Bah, quand t'es pro, ouais, faut savoir que tu vas prendre plus d'une dizaine de molécules différentes. Hein, En même temps, en même temps, hein, tout en même temps. Donc là, je parle vraiment de très très haut niveau. Hein. Mais c'est abusé quand même. Et le truc que qu'il avait mis en avant, c'était quelque chose qui avait une Mais ça avait- quand ça avait tu une connais Il y a Ouais, 28 ouais. molécules. Ouais, du coup, je l'ai écrit en commentaire. J'ai dit ça n'a pas de sens ce truc. Et après, il y a même un autre pro qui a écrit, Stan des États-Unis, qui a écrit lui aussi. C'est Qui trouve n'importe ça quoi, bien. personne fait ça, tu vois. t'as vu le reportage Bigger, Faster, Stronger ou pas? Ouais, il y a longtemps. Mais attends, parce qu'il y a un peu de courant dans les produits de pente, t'as des trucs qui vont un peu plus peut-être minimiser les effets secondaires aussi, Ouais. les effets sur la performance comme Bigger, Faster, Stronger, et de l'autre côté, t'en as qui vont peut-être les accentuer un petit peu en te disant que il y a des mecs qui crèvent après leur cure de testo sur 3 semaines, et il va y avoir dans les deux sens, quoi. D'accord. On va pas dire propagande, mais de chaque côté, t'as des courants, certains qui vont peut-être minimiser un peu, et d'autres qui vont accentuer les effets. Ouais, bah après, ça dépend de chacun. Après, c'est la roulette russe. Hein. Oui, puis on peut s'empoisonner avec des bananes. Si tu Est-ce que pour toi, si fais tu des le fais bananes, bien, écoute, ça va? Tu vois ce que je veux Bah, il dire? n'y a pas de si tu le fais bien, oui, alors tu peux être en confiance avec toi-même en te disant je le fais bien parce que je check ceci, je fais attention à pas dépasser ça, j'ai fait des analyses, tout est ok. Tu peux contrôler en fait ce que tu fais et tu peux essayer de prévoir, entre guillemets, un problème. Bah, après, dans tous les cas, dès que tu as mis un truc comme ça dans ton corps, bah, ça y est, c'est foutu, tu as commencé, quoi. Donc il n'y a jamais de sécurité. Il n'y a jamais de sécurité. Je connais des mecs qui ont très peu chargé C'est rare les mecs qui font et une qui cure ont et eu qui des s'arrêtent. problèmes de cœur. Il y en a, ils ont chargé depuis je sais pas combien de temps, ils font 150 kilos, ils ont encore 50 piges. Enfin, Ouais. tu peux pas prévoir, mais bref, Comme Larry Wills qui a c'est comme un mec qui fume un paquet de clopes par jour. On l'a tous déjà connu. Oui, ce Mais mec. t'en as qui Ce mec qui a toujours, 85 ans, il a fumé toute sa vie depuis qu'il a 12 ans, il a jamais. Enfin, tu vois, c'est la roulette russe. Mais oui, c'est quand même mieux de. Après, tu peux Attends, quand même je- éviter Moi, les tu augmentes quand même la erreurs. probabilité voilà. en fumant 3 paquets de clopes par jour plutôt qu'en en fumant qu'un ou en fumant Ouais. une clope de temps en temps. Voilà, c'est ça. Je pense aussi que quand tu expliquais tout à l'heure que tu t'es beaucoup renseigné de ton côté, etc., quand tu améliores tes connaissances dans le domaine et que tu es curieux aussi de ce que tu prends et que tu n'es pas genre comme un mouton avec un mec qui te dit bah, tu prends ça, Ouais. puis tu dis amène à tout parce que du coup tu n'es pas forcément censé savoir que tout va être ok, surtout quand tu débutes. Mais si tu fais des choses qui sont quand même dans la limite de la cohérence ou du raisonnable, après ça dépend comme tu dis le niveau,
mais t'as pas une grosse incidence sur la santé, ou toi t'estimes que, genre à partir du moment par exemple où tu prends des produits comme de la testostérone, etc., genre tu vas le payer un jour ou l'autre? Bah en plus, c'est souvent des trucs que tu vas payer plus tard, hein. C'est pas un truc que tu payes de suite, hein. Tu vas pas faire une cure et avoir des problèmes. C'est vraiment très rare de... Bon, après, il y en a, hein, ça existe. J'ai déjà vu des cas, mais avoir des problèmes quand t'es en cure, bah, tu sais, des mecs qui commencent à pisser du sang parce que les reins, ils ont du mal. Enfin, j'ai déjà vu pas mal de trucs, mais en pleine cure, c'est très rare. Donc, c'est des trucs que tu vas payer plus tard, ça. Et par exemple, tu estimes que dans entre guillemets, la part à payer, ça relève de quoi? Tu parles de problèmes de santé plus tard, ou c'est des personnes qui vont avoir des douleurs de circulation peut-être, ou des vieillissements prématurés? Oui, il y a de tout ça. Tout ça en même temps. C'est un tout. C'est ça, mais tout d'un coup. C'est un tout, quoi. Et pour les revenir blessures, des trucs. un peu à ton histoire avec ça, donc du coup à 19 ans tu as démarré, et comment dire, c'est quoi pour toi la part de réussite dans la... Justement, on disait, il y en a qui pensent que le body c'est que chargé, c'est quoi pour toi la proportion que ça peut avoir dans la réussite d'un athlète en bodybuilding? Le dopage? Ouais. Bah, c'est juste que ça va amplifier encore plus la génétique que tu as. Donc ça va pas... tu vois, chaque personne a une base différente. Les stéroïdes, bah, ça va amplifier le truc, tu vas être plus gros, plus sec, plus strié. Enfin voilà, c'est ce qui va rendre le côté impressionnant. Mais après, si de départ il n'y a pas de base génétique, après pour les compétitions, ça sert à rien. Oui, tu peux t'entraîner longtemps en basket si tu fais pas 2 mètres, c'est compliqué de débuter. De toute façon, en fait, ton concurrent, lui, il part aussi un peu avec les mêmes armes que toi. Oui, après, ce qui fait la différence, après tout le monde prend la même chose. Tout le monde prend la même chose plus ou moins? Oui, tout le monde prend la même chose. Oui, donc en fait la différence... Il n'y a pas un autre qui a un produit qui est mieux que non, mais je sais pas, peut-être des assemblages... Non, parce qu'il y en a qui pensent ça, il y en a qui pensent qu'il y a des produits magiques. Pas forcément des produits magiques, mais tu vois, comme sur le triathlon, tu vas avoir un avantage technique en fonction du vélo que tu vas avoir, du constructeur ou en Formule 1, je sais pas, tu vois. Est-ce que tu vas avoir des prépas chimiques qui sont légèrement différentes et qui peuvent te permettre... Après, l'avantage que tu peux avoir, c'est avoir des produits de très bonne qualité, ce qui est assez dur quand même. Donc la démarcation se fait plus du coup vraiment sur un domaine sportif qui est la diète et la pratique sportive. Si tout le monde a plus ou moins les mêmes produits, tu peux être pro, enfin je veux dire, de toute façon, pour arriver à ce niveau, tu es obligé d'avoir le top du top. Oui, donc c'est pas la diff de produits ou de protocole qui fait que tu vas être meilleur qu'un autre, c'est vraiment derrière. C'est intéressant parce que moi, tu vois, j'étais persuadé par exemple d'un point de vue extérieur que si tu prenais par exemple le protocole de Big Ramy et de Nick Walker, t'as pas exactement la même... Enfin, il y a forcément, c'est pas exactement la même chose, mais que ça pouvait vraiment varier, pas du tout, mais tu vois qu'il peut vraiment y avoir des parties pris bien précis. Ça doit ressembler, c'est sûr, mais puis après ça reste 2 personnes différentes quand même. Oui, et puis tu peut-être aussi que tu vas prendre certaines molécules en fonction de certaines faciès ou défauts que tu auras aussi sur ton physique, peut-être. Oui. Ouais, si t'arrives pas à être sec. Pour la sèche, pour le ventre, etc. Et est-ce que, si t'es ok de partager ça avec nous et avec les gens, est-ce qu'il y a c'est quoi un peu les mauvais côtés du dopage au quotidien? Vraiment, tu vois, on parlait des conséquences plus tard, mais est-ce qu'il y a des conséquences sur le quotidien ou c'est un peu le prix à payer pour reprendre toutes ces molécules-là? Des trucs que tu veux bien partager, hein, pas forcément un truc... après, oui, des côtés négatifs, t'en as quand même pas mal. Déjà, tu vas prendre de la testo, hein, donc ça peut décupler encore plus ton agressivité. Tu vas peut-être péter plus des câbles plus vite, il y a des personnes comme ça. Hein. En fait, c'est simple, ça va amplifier un peu déjà ta personnalité de base. Donc déjà quelqu'un de base qui est agressif, tu vois, qui... Un tempérament, un tempérament de ce genre-là, ça peut l'empirer. Ça peut l'empirer. Oui, si t'es un connard, ça peut faire de toi un super connard. Voilà. Après, il y a certains produits... Ça annule. Il y a certains produits après que tu prends avant les compètes, 2-3 mois avant, qui elles peuvent te rendre un peu dépressive, un peu lunatique. C'est ça dont je voulais parler parce qu'on s'en rend pas forcément compte. Ça s'appelle la trenbolone tout simplement, et ça peut avoir des effets... des fois c'est chaud quoi. C'est obligatoire d'en prendre pour être dans les plus gros? Ouais, t'es obligé de prendre ça avant tes compètes. T'es un peu obligé quand même, parce que c'est un peu le truc qui fait la diff quand même. La piste de Dieu. On appelle ça la piste de Dieu parce que dans le truc c'est jaune. Et en
gros, voilà, ça te rend plus sec, plus dur, tu gagnes de la force alors que tu es en régime. Enfin, c'est incroyable. Et ça, du coup, toi, t'as fait combien de prépa à peu près en tout? Bah, moi, j'ai fait 4 compètes dans ma vie. Ok. C'est pas beaucoup. C'est peu, ouais. C'est très peu, ouais. Et à chaque fois, dans toutes les prépas, tu as eu des phases. Est-ce que tu as eu des phases, comme tu dis, d'anxiété très élevée ou de dépression limite? Ah oui, beaucoup. Ouais. Et tu fais comment pour gérer ces choses-là? Parce que quelque part, tu sais que ça va arriver parce que c'est toi qui programmes tout ça. Bah, c'est un peu spécial, mais en même temps, tu as des c'est... émotions, quand tu ressens ces émotions-là, comment tu tu fais restes seul, quoi. Hein? Tu restes dans ta bulle, faut que tu restes un peu seul. Ouais. C'est un peu comme ça que je le vois. Après, il y a peut-être des fois, non, où justement, c'est autre chose, où là, je vais préférer sortir avec des potes, aller boire un verre en ville ou un truc comme ça. Et ça se fait de manière chronique, c'est pendant une période, c'est pendant la journée, il y a un moment dans la journée, c'est par phase, comment ça fonctionne? C'est par phase, bah après tu peux pas, y a pas de... C'est pas régulier quoi. Ouais. C'est un peu comme ça reste un peu en dents de scie. C'est en dents de scie quoi. Ok. Donc ça c'est encore plus chiant. C'est Safari qui disent. Ouais. C'est encore plus chiant quoi. Ok. Et donc c'est pour ça que quand tu attaques une prépa, il faut vraiment que tu sois dans un mood oui, très stable mentalement. Il faut que le reste de ta vie soit bien calé parce que tu vas devoir faire face à une dépression qui sera pas ton fait, quelque part, enfin qui sera ton fait justement, mais que tu contrôles pas vraiment. C'est ça. Et est-ce que tu penses que un des avantages ou un des atouts que tu vas avoir avec le changement de la KT de Open à classique, ça va être profitable aussi à ce niveau-là, peut-être aussi au niveau des produits utilisés qui sont peut-être moins dosés, ou peut-être des produits que tu seras plus forcément obligé de prendre. Bah là, au niveau produit, je pense que j'ai pris quand j'avais 21 ans, quoi, quand j'ai fait ma première compète. Oui, donc c'est beaucoup moins destructeur pour le corps. Ah oui, c'est bien moins destructeur. C'est un des trucs qui t'a fait passer en classique aussi? Comment? C'est un des trucs qui t'a fait passer en classique physique? Ah ouais, la santé, oui. Bah, besoin de moins de chimie. Ouais, j'en pouvais plus de tout ça, quoi. C'est vrai? Toutes les injections, puis tu vois tout ce que tu prends et tout. Et encore, moi, j'étais encore un petit parmi les pros. Tu vois, j'étais un petit pro qui est arrivé. Je suis passé pro en 2019, c'est il y a pas longtemps. Mais les mecs, ils sont déjà là dans le circuit depuis 5 ans, 8 ans, même voire 10 ans. Ouais, puis c'est eux qu'on voit au mieux qui meurent à 45 ans. Voilà, et puis je pense qu'arrivé à un certain stade, tu banalises tout en fait. Oui. C'est qu'en fait... tu peux pas y penser. Oui, voilà, si tu prends du recul et tu regardes, c'est là où j'ai compris que y avait un souci. Oui, parce que quand t'es dedans, tu t'en aperçois pas forcément. Bah non, quand j'étais super jeune, je me rappelle mes 22, 23 piges, tu me parlais de produits, enfin j'avais pas peur. À 20 ans, 22 ans, t'es invincible aussi. Ouais, oui, malheureusement, oui. 30 ans, tu commences plus à dire. Puis là, d'un seul coup, les années passent. T'as eu un souci de santé particulier ou j'ai jamais eu de soucis de santé. C'est juste vraiment le recul, la réflexion quoi. Ouais, c'est la réflexion. C'est bien, hein. Parce que franchement, c'est bien, c'est une chance quand même. J'ai vite compris que au bout d'un moment, ça partira. Parce que t'as vu, ou alors c'est parce que je sais pas si t'as vu, t'as forcément dû voir peut-être quand t'es en circuit des pros, côtoyer des pros, tu t'es dit ok là, bon... Ouais, j'ai quelqu'un de très proche qui a eu des problèmes, et ça m'a fait beaucoup réfléchir, tu vois. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et toi, t'estimes que tu n'as eu... Après, attention, excuse-moi, mais après, attention, je continue quand même en classique physique, je continue quand même à prendre des prods, mais ça reste quand même très léger à ce que je faisais avant. Et t'estimes que toi, tu n'as pas eu d'incidence ou de problème rencontré pendant ta carrière où tu consommais beaucoup plus de produits que ce que tu as l'air de dire aujourd'hui, mais t'estimes que c'est dû au fait que tu étais précautionneux, que tu t'es énormément fait de contrôle, de prise de sang, ou comme tu disais, la roulette russe? Il y a de ça, il y a les contrôles, les checks, j'ai toujours été carré, les phases où je devais faire des détox, etc. avec mon coach. Après, parce qu'en fait, quand tu dis détox, c'est des détox pour le foie? Non, c'est des détox pour le corps entier en fait. C'est pas les produits pour le foie, c'est genre t'as des produits qui sont très nocifs pour le foie. Oui, mais après le foie, c'est pas forcément le foie qui tue en bodybuilding. Le foie, déjà d'une, c'est quelque chose qui se régénère. Faut vraiment y aller pour se buter le foie en bodybuilding. Le pire, c'est le cœur et les reins. Okay. C'est ça le truc le plus commun en cause de mortalité chez les bodybuilders. Et ils font aussi déjà t'es en hypertrophie cardiaque, comme si t'étais en surpoids dans ton cœur. En fait, déjà le cœur fait l'hypertrophie, il grossit. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant toutes ces années où tu fais 130 kg,
t'as la pression artérielle qui est énorme. Qui est monstrueuse. Et ça, en fait, ça te détruit les reins, quoi. Tu te rappelles quelle tension t'avais, ouais? Non, pas forcément, mais j'ai toujours été plutôt bon en tension. C'est normalement la tension générale, c'est du 12, Après, du 6. j'étais déjà monté sur du 14-15. Ah oui, donc ouais, relativement élevé. C'est redescendu. Mais t'as des mecs, c'est leur constante. Non, tout ce qui est rapport cardiologue, prise de sang, enfin, je me suis toujours sorti. Oui, donc t'as toujours été quand même très, comment dire, sur ça, ouais. très dans la prévention, ouais, plutôt que de dire merde, là j'ai un problème, qu'est-ce que je fais? Ouais, non, sur ça j'ai toujours été carré. Et après, il y a un autre truc aussi où là j'ai été. J'ai été plutôt soutenu, on va dire, à ce moment-là. C'était d'après quelques compètes, c'était de me stopper complètement plutôt que de continuer à envoyer la sauce, quoi. Oui, de réussir comme ce que font 80% des athlètes maintenant, quoi. Oui, ce qui fait que en fait, le truc, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais une prépa compète, t'arrives tellement sec, t'as fait tellement de mois de régime avec très peu de glucides, etc. Tout ce qui est sensibilité à l'insuline, tout ce que tu vas manger après ta compète, tu vas l'assimiler, mais fois 1000, quoi. Ouais. T'as un métabolisme super haut, etc. Et à ce moment-là, si tu renvoies des produits, où là on va être un peu plus axé sur la masse, etc., avec par exemple aussi de l'insuline, ce qui est beaucoup utilisé, là en 3 mois tu peux prendre 8 kilos de masse pure alors que tu es déjà à un poids super élevé, tu vois. Ouais. Mais par contre, voilà, tu viens de te taper 6-8 mois de prépa dans la gueule et tu continues encore à prendre... Je parle pas des mecs qui font du cruising et garder juste une petite blast testo. Après oui, tu as aussi ce délire-là de blast and cruise. Blast and cruise, en fait blast ça veut dire c'est la période pendant ces plusieurs mois où tu vas envoyer des produits, et cruise c'est la période où tu vas envoyer un tout petit peu de produits, normalement juste de la testo, mais maintenant il y en a qui prennent même d'autres molécules. Des croisières un peu plus grosses. Et ça, ça vient des États-Unis, ça. Maintenant c'est beaucoup utilisé en France, quoi. Il y en a qui font ça, j'ai vu, surtout pour pas avoir à faire de relance. Ouais, les mecs sont TRT, quoi, donc testostérone, thérapeute. Toi, ce que t'expliques, c'est que toi, à chaque fin de prépa, tu redevenais naturel et tu laissais la machine je coupais tout, un mois après je faisais ma relance. Et tu vérifiais que tout était bien enclenché. Et tu vois, après, quand j'ai gagné le Portugal Pro, enfin pas le Portugal Pro, mais quand je passais pro en 2019, après j'ai pris 6 mois de pause, tu vois. Ouais. Et ça, il n'y a personne qui le embody, personne ne le fait. Alors après, attention, pour ma carrière pro, ça m'a mis une petite... ça m'a fait perdre un peu de temps. Mais ça te resensibilise pas au produit? Ça te ressensibilise, ça t'a une sensibilité au niveau produit. Parce que justement, je sais pas trop, mais si les mecs font ça à l'année, est-ce qu'ils réagissent moins? 6 mois sans prod, j'ai pas réussi à rester très propre, etc. Surtout que 6 mois sans prod, mentalement, c'est très dur. J'ai eu des phases... c'est pas le manque des produits en lui-même, mais c'est que en fait, je venais de passer pro. Dans ma tête, je savais qu'il fallait que je me repose parce que ça aurait été abusé de continuer à faire des prépas. Enfin, j'aurais pas été bien mentalement. Mais deuxièmement, le manque de ne pas avoir d'objectif, le manque de ne pas être dedans, l'impression de ne pas travailler en fait, tu vois. L'impression de... Oui, de cruiser justement. Un peu trop rien faire, quoi. Et du coup, des fois, ça me faisait un peu bader. Moins de niaque à l'entraînement, etc. Alors tu te dis qu'en plus, tu devrais envoyer 6 mois sans prod, tu deviens merdique, tu deviens un peu gras, tu redeviens un peu être humain, quoi, une personne normale. Oui, parce que maintenant, tu as un référentiel qui est complètement différent. Ouais, non, mais après, quand je dis gras, beaucoup de masse perdue, je parle pour le body. Après, pour une personne normale, c'est toujours massif. C'est ce que je dis, même malgré tout, je me suis dit, c'est quelqu'un de lambda, il te dirait, t'as un physique incroyable, mais toi, avec ton nouveau référentiel, parce que c'est toujours comme ça, tu vas par rapport à ta référentiel, pas par rapport à ce que les autres disent. Tu redevenais pas vraiment une personne normale, genre, t'as jamais regardé Quotidien quand t'étais sur Ouais, mais non, mais quand je dis personne normale, c'est aussi dans la vie de tous les jours, tu vois, je faisais 4-5 repas par jour. Je sortais un peu, je profitais un peu de la vie, quoi, voyager, etc. Il y avait aussi un peu de tout ça. Quoi. Et donc là, je me doute que tu ne connais pas sa cure et que tu vas juste supposer. J'essaie de deviner de qui tu parles. Non, mais justement, pour toi, donc du coup, si on met la cure de CM-BOM à côté de celle comment il s'appelle, Big Ramy, il y a genre, l'autre prend 2 fois moins, quoi. CM-BOM prend 2 fois moins. En théorie. C'est même pas 2 fois. Après, j'ai pris le gagnant en open, c'est bien, je vais les mettre à 2, le gagnant en open et le gagnant en classique. Ah non, là, c'est abusé la différence.
Tu dirais que c'est à un coefficient combien? Mais il n'y a pas de coefficient parce que lui il va utiliser des molécules en plus que Seboum n'a pas forcément besoin d'utiliser. Ouais, genre de la GH, comme ça. Ouais, peut-être que Seboum il va prendre de la GH, mais voilà, il va prendre 2 unités, 3 unités, ça va lui suffire, tandis que l'autre il va être à 20, 24. Et du coup, quand tu vois les mecs qui montent tout le temps. Je pensais qu'il allait me dire Ouais, pareil. Est-ce que ça peut. Comment dire? Vis-à-vis des petites cures classiques, tu te dis pas en fait, ça c'est tranquille, c'est. Sur la santé, ça peut pas faire grand chose quand tu vois les là, c'est ce que je me dis un peu, entre guillemets, je me dis, ouais, ça va, c'est pas non plus. Si un mec arrive à se mettre ça sur en soi, ça reste quand même beaucoup, mais. Oui, c'est toujours une question de référence après. Une question de référence, tout à fait. Après, ça fait 10 ans que je suis là-dedans, donc. T'as aussi. Les cures. Non, puis t'as aussi maintenant, t'as un recul, 10 ans, c'est le temps d'accumuler de l'expérience personnelle, l'expérience aussi par les personnes que tu dois côtoyer, qui y en a certainement d'autres dans ton milieu qui font ça. Donc en fait, t'as un recul quand même. Même si ton référentiel c'est pas le même, il est justifié aussi par l'expérience. C'est pas juste, oh bah de toute façon lui. Enfin, je veux dire, c'est pas comme. Pas comparer ça par exemple à quelqu'un qui sera alcoolique, dit oui, c'est bon, maintenant je bois qu'une bière, ou je bois que 2 bières, c'est bon. Non, mais il y a quand même des connaissances qui vont derrière. C'est pas juste des produits que tu te mets, il y a toute une stratégie, toute une culture derrière. Donc oui, tu connais sans doute mieux tout ce qui est endocrino que 99,99% des médecins généralistes en France. Moi, ma copine, elle m'a dit qu'elle était persuadée que tu t'y connaissais certainement mieux en endocrinologie qu'elle, alors qu'elle est médecin G, quoi. Elle est persuadée. C'est sûr et certain. En fait, si tu veux, c'est marrant que tu parles de ça parce que moi en coaching, je m'occupe aussi de toute cette partie-là. Donc, tu sais, je check les prises de sang de mes gars, je check tout ça. Et des fois, il y en a, soit ils veulent arrêter les prods, ils veulent avoir des enfants, plein de choses comme ça. Et du coup, on doit passer par des protocoles, faire certaines prises de sang. Il y en a qui vont voir des endocrinos aussi pour avoir certaines ordonnances, des trucs comme ça. Et en fait, ce que je vais leur dire de faire moi, la nana, elle, va lui dire non, c'est bon, vous attendez 3-4 mois, ça va revenir. Par exemple, un mec qui a crash totalement sa testo, il a plus de testo post-cure. Et la nana va checker la prise de sang, elle va lui dire oh, c'est normal, vous inquiétez pas, dans 3-4 mois ça va revenir. Il y a plein de trucs comme ça, enfin je vois des trucs de ouf tout le temps, quoi, tu vois, au niveau endocrino. Mais c'est marrant parce que. On est grave en retard, quoi, sur ça. Alors tu prends des endocrinos de. Par exemple, je discute avec moi un endocrino qui est à Dubaï. Tu vois, c'est un Américain qui a fait toutes ses études là-bas, qui était très connu là-bas, il a bougé sur Dubaï. Et je discute avec lui, et le mec, c'est un puits, quoi. C'est un puits de connaissances, c'est incroyable. Mais en France, on va jamais avoir ça, mais dans tous les domaines. Endocrino, on parle. Et c'est marrant parce que justement, ils ont un espèce de forum, les médecins, où en gros, c'est un forum pour poser justement s'ils ont des questions parce qu'ils rencontrent des cas où ils ne savent pas trop quoi faire, donc ils demandent l'avis un peu à leurs confrères. Et il y a pas longtemps, il m'avait montré un truc où un mec dit, où une nana dit je comprends pas, alors il y a un mec qui est venu faire une prise de sang mais il va à tout prix checker ses oestrogènes. Alors que d'habitude on check la testo ou je sais pas quoi. Ouais. Et du coup, en gros, elle m'a dit sur la moitié des commentaires, t'en as la moitié qui comprennent pas pourquoi, et puis t'as l'autre moitié qui dit c'est un sportif quoi. Mais ça te montre quand même qu'il y a une grosse partie qui ne pas, alors que le mec devait être en plus costaud. Moi quand je vais faire des prises de sang, j'ai eu plusieurs fois des soucis. Quand ils voient l'ordo, quand ils voient l'ordonnance de tout ce que tu demandes, etc. Même un généraliste, tu vas chez le généraliste et tu lui demandes une prise de sang, et puis même un gars lambda qui fait pas de sport ou quoi, ça m'est arrivé à un pote à moi, Auré qui était là tout à l'heure, il y a 4 jours, il a demandé à sa médecin une prise de sang. Moi je lui avais dit tout ce qu'il devait check, il y avait la testo et tout, elle a dit non c'est bon, vous n'avez pas besoin. Et tu vois, il n'est pas non plus super jeune, il a 32 ans, et à 32 ans, il prend pas de produits dopants, etc. Mais à 32 ans, si tu as quelqu'un qui vient te voir, et qui te dit qu'il est tout le temps fatigué, etc., il récupère pas, c'est important, je pense, de faire un check-up hormonal. Qu'est-ce que ça coûte, quoi, sincèrement. En fait, ils le font pas parce qu'au-dessus d'eux, au niveau de la sécurité sociale, ils peuvent pas mettre des ordres comme ça, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais de... Après, attention, je critique pas du tout le boulot des endocrinos, bien sûr, c'est pas leur taf de savoir tout ce qu'on se met dans le cul aussi, bien entendu. Mais des fois, il y a des réactions par rapport à certains schémas que je trouve exagérés. Je trouve qu'on n'aide pas assez profondément les gens à ce niveau-là. Alors que si tu voulais changer de sexe, là... là, oui, c'est sûr. Si tu veux tomber enceinte, tu peux. Voilà. Mais tout à l'heure, tu parlais des différentes cures et tu disais
qu'en gros, je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure, tu disais que quand les mecs sont en cruising, ils prennent des petites doses, etc. Et est-ce que tu penses que ce que tu peux qualifier par exemple aujourd'hui comme petite cure, parce que tu trouves qu'au niveau des dosages par rapport à ce que toi tu prenais ou ce que certains body prennent, c'est très léger, tu penses que tu qualifies ça de petite cure banale parce que tu as le recul sur l'impact des produits, etc., sur des hautes doses et que tu sais ce que ça peut faire? Ou est-ce que tu penses que c'est l'accoutumance de l'utilisation des produits qui fait que du coup tu banalises ça? Ouais, non, c'est plus l'expérience que j'ai maintenant, le recul que j'ai. Parce que les gens ils pourraient très bien se dire, après, attention, parce que tu vois, il a eu l'habitude, donc il dit que c'est petit, mais alors que c'est hyper important, tu vois. Un autre truc dont il faut parler aussi, c'est que oui, bien sûr, donc tu as l'importance du dosage, des dosages que tu vas prendre, mais après, ce qu'il y a aussi, c'est la durée. Parce qu'un mec peut très bien plus se tuer la santé en prenant juste une testo par semaine pendant 1 an, plutôt qu'un mec qui va faire une grosse cure où là, il va prendre 2 testos par semaine pendant 3 mois. Ça se trouve, celui pendant 1 an va encore plus se tuer, se cracher, parce que pendant 1 an, il prend la testo, ses taux de cholestérol sont pas bons, il y a Ce des qu'il faut choses expliquer qui vont pas. peut-être rapidement aux gens, c'est que tu parles de crash de testo, c'est parce qu'en fait, schématiquement, quelqu'un qui prend de la testostérone, son corps du coup n'en produit quasiment plus. En fait, et en fait, quand tu arrêtes, c'est que les gens en fait, ils ont le corps qui reprend pas le ouais, rôle. c'est simple, en fait, dans le corps humain, c'est tes testicules qui vont produire la testo. Et donc si tu commences à injecter une source exogène à ton corps, bah, lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ça ne sert plus à rien que j'en produise, il y en a déjà assez. Donc en fait, les testicules vont arrêter de travailler, c'est pour ça que les testicules d'Elodie et tout, elles rapetissent, parce qu'elles ne travaillent plus. Et du coup, en post-cure, donc quand tu vas arrêter à t'injecter cette testo exogène, ton corps, lui, ton hypo, elle n'arrive plus à envoyer l'info qu'il faut produire de la testo, etc. Donc là, après, il faut prendre d'autres trucs pour relancer ça, etc. D'où l'importance de bien s'y connaître et de ne pas faire... quand tu prends les peu de trucs, c'est sûr que ça relance ou ça peut bloquer? Alors après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, et ça c'est très important quand quelqu'un veut commencer à prendre des prods, c'est déjà savoir où il en est hormonalement. Mais avant même de prendre quoi que ce soit, parce que si tu es déjà très très faible en testo, tu as 40 ans, tu te fais des cures, oui, sûrement que ta testo va se relancer, mais des fois ça peut être très dur. Des fois ça peut être très dur. Donc, en fait, il faut savoir réfléchir. Ouais, il faut bien réfléchir, et puis après il y en a qui s'en foutent. Il y en a, ils vont faire leur cure et puis ils vont rester en TRT toute leur vie, donc ils vont prendre de la testo exogène à très petite dose quand ils ont arrêté de faire leur cure, pour toujours avoir un taux stable, normal. J'avais vu une vidéo YouTube là-dessus, un documentaire qui expliquait que il y avait énormément de... Parce que tu parles de TRT depuis tout à l'heure, c'est-à-dire de remplacement en gros remplacer la testo sur de la longue durée. Il y avait des ricains qui expliquaient que par exemple l'augmentation du risque de cancer de la prostate chez l'homme arrive de manière... quand ta testo baisse. Quand ta testo baisse en fait, c'est lié à la baisse de la testo. Les arrêts cardiaques aussi, les AVC à 50 ans. Et du coup, chez les hommes, ils se sont rendus compte en fait que c'est 80% des mecs qui ont des AVC, des arrêts cardiaques, c'est des mecs qui sont en testo basse. Et donc du coup, dans le reportage, il disait qu'il y a beaucoup de ricains qui se mettaient justement en TRT pour éviter, pas forcément dans une recherche de risque ou quoi, qui se disent simplement, moi j'ai la testo qui descend beaucoup, je risque d'avoir, comme tu dis, arrêt cardiaque et cancer de la prostate, donc je me mets de la testo exogène de manière régulière. Je regagne le podcasteur le plus connu et le présentateur de l'UFC sous TRT, il en parle très ouvertement et il a toujours été sportif. Et moi j'ai vu un pote à moi il y a 2 semaines, il vivait en France, on se côtoyait en 2015-2016, un très bon ami, et à ce moment-là en fait il était toujours fatigué, il prenait pas de produits du tout. Il était toujours très fatigué, etc. Il n'a pas forcément fait d'analyse ou quoi que ce soit. En plus, je me rappelle à l'époque, je lui disais de faire un test sanguin et tout, mais voilà, il l'avait pas fait. Et on s'est revu là il y a 2 semaines, il était reparti vivre en Australie, et en Australie, il a fait les démarches des prises de sang, endocrinologue, etc. Et en fait, il était en hypogonadisme, donc son corps, il avait une testo d'un mec de 80 ans alors qu'il avait 35 ans. Et en fait, du coup, il est reparti en TRT. Et il est parti en TRT et au bout d'un mois il m'a dit c'était incroyable quoi, j'ai l'impression de me ressentir homme. Forcément avant il n'y avait pas de libido, c'est revenu, il a pris 20 kilos, il dort mieux, etc. Il dort, c'est une autre personne quoi. Et
Oui, il y a pas, parce que les gens pensent qu'il n'y a que l'aspect performance, mais aussi il y a avant tout l'aspect santé. Bah, l'aspect santé, hein, tu sais, on a besoin de testo, on a besoin d'œstrogène, on a besoin de tout ça pour que, on a besoin d'un certain équilibre. Donc dès qu'il y a un truc qui part en couille, il y a tout le reste qui part en sucette. Ça peut être utilisé aussi à des fins. Ah bah à la base, la CRT c'est fait pour le côté santé, hein, c'est pas fait pour le body. Hein. Et tous les produits dopants quasiment sont à la base de médicaments. Bah oui, exactement. Et est-ce que tu as une piste ou pas d'explication pourquoi en France c'est aussi lunaire par exemple de faire de la TRT mais vraiment dans des buts thérapeutiques? Pourquoi on Je pense que ça va venir. C'est une question de mentalité. Ça va venir. Ça va venir. Je pense que c'est une question de temps, plus de mentalité. Les États-Unis, ça n'est pas non plus très C'est une question de temps, mais c'est une question de temps, mais. Parce que tu vois, quand Robin il dit que Joe Rogan il en parle ouvertement, etc., qu'il est sous TRT et que en fait c'est pas dans un but de performance, mais vraiment d'aspect santé. Je pense que si tu parles à des mecs lambda de 45 ans qui sont pas bien, qui ont une grosse baisse de leur masse musculaire, et bah, tu sais, avec la sarcopénie, etc., tu leur parles de ça, le mec il va te regarder et il dit attends, moi je. Oui, mais pourquoi? C'est une question de mentalité. Ouais, de culture, d'éducation, on repart sur le même problème. Hein. Je suis convaincu que moi c'est une question d'années avant que Non, mais je pense qu'il y a une question de temps, mais même, ça met beaucoup trop de temps déjà à arriver. C'est pas normal déjà, même maintenant, qu'un mec qui va chez l'endocrino là, et. Parce que je te dis, même les endocrinos qui te mettent en TRT, c'est très très compliqué. Les mecs que je connais, qui arrivent à se mettre en TRT, parce que voilà, ils connaissent l'endocrino, ils connaissent l'amide, c'est que du piston quoi. Donc c'est l'endocrino qui fait ça. Ouais, en France. Donc c'est déjà c'est compliqué quoi. Même au sein déjà docteur, il y a déjà un souci quoi. Ouais, c'est des produits tabous quoi. Bah ouais, c'est un peu ça. Alors pour le coup, ça reste dans le cadre médical vraiment. Si c'est des méthodes qui sont utilisées, c'est des méthodes qui sont pas utilisées aussi, tu vois. Alors peut-être qu'elles sont pas populaires en France, mais de la façon là. Le terme TRT, on l'entend partout depuis seulement 2-3 ans. C'est 1-2-3, c'est certainement plus vieux que ça, mais ça reste relativement récent aussi pour les États-Unis. Je sais pas, toi, peut-être que tu es dans le milieu, mais TRT, on l'entend beaucoup depuis 2-3 ans. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a plein maintenant. TRT, tu l'entends déjà depuis plus de 10 ans. Ouais, après, sur les forums, ça existait déjà. Sur les forums, mais je parle vraiment que les mecs en parlent dans le podcast. Parce que, en fait. C'est venu, comme je t'ai dit, c'est venu d'abord sur le plan santé aux États-Unis et après dans le plan bodybuilding. Okay. Donc ils étaient déjà en avance sur ça. Alors que nous en France, ça va être connu en bodybuilding mais pas sur le plan santé. Mais c'est l'inverse qui se fait en France. C'est l'inverse. C'est le sport qui amène l'information au milieu médical et pas l'inverse. C'est ça, ouais. De toute façon, un médecin, tu lui fais lire un protocole, même si il arrive à reconnaître 2-3 molécules. Il comprend rien. Il va pas comprendre. Moi j'avais un médecin qui va pas comprendre pourquoi tu fais les injections comme ça, à tel moment, pourquoi tu prends ceci en mangeant cela. Enfin, c'est trop complexe. J'avais un médecin généraliste qui m'a dit que manger des œufs, c'était hyper mauvais. Oui, pareil, ça faisait du cholestérol. Client, alors que j'ai expliqué, mais ils font pas de nutrition quand ils passent leur. Oui, non, c'est sûr, il faut pas de nutrition, mais je trouve que putain. Mais ils ont quand même l'avis du médecin qui fait qu'ils passent pas l'autorité. Bon, après. Oui, c'est complètement. Après, là, pour le coup, pour être avec quelqu'un qui est dans le domaine. Parce qu'elle elle est médecin généraliste. Et pour le coup, le médecin a pris un coup dans les dents avec le Covid. Et puis de toute façon, alors, et puis après, on va pas rentrer dans un sujet politique, mais les gens n'ont plus de respect pour rien. La société va pas dans le bon sens, de ce point de vue-là. On a pu, je veux dire, avoir du respect, l'autorité du médecin avant elle était absolue, entre guillemets, on ne pouvait pas la rediscuter. Mais maintenant on est tombé on respecte plus les médecins, on respecte plus non plus les pompiers, les policiers, etc. Ah non, moi je les respecte. Ils ont plus ce côté. Elle me raconte un peu ses consultations. Les gens ils disent pas amen quoi, c'est fini ça. Mais oui, voilà, c'est ça. Il y a quand même, il faut quand même avoir le respect, mais après, oui, c'est sûr qu'il faut pas déifier, mais il faut aussi faire. Il faut s'informer autre part, tu vois. C'est sûr. Je pense que c'est très important de s'informer autre part, pas d'avoir qu'une seule. Un seul son de cloche. Un seul son de cloche, exactement. C'est ça. Alors, moi, je pense que j'ai posé toutes les questions qui m'intéressaient. Ça nous fait un bon format, sauf si vous avez un truc à rajouter, les gars. Non. Peut-être toi, je sais pas. Non, il a pas expliqué qu'il faisait la diète. T'as dit que tu l'as fait, mais la diète, pas que t'allais t'entraîner avec Flo aussi. Ouais, tu fais ta propre body. La propre body, ouais. Mais non, mais là, tu me fais la diète depuis
Ça c'est intéressant aussi, bah, on pourra en parler même dans... On fera peut-être un autre. C'est la première fois que tu es aussi assidu de ta vie, Mario. Moi la diète, je faisais un peu, bah, de toute façon j'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube où je bouffe dans un camion poubelle. Mais c'est vrai que quand on s'est rencontrés, je t'avais parlé du coup des performances sportives, etc. Mais que surtout je voulais prendre sur le haut du corps et tu m'avais expliqué, mais ouais, mais en fait déjà tu manges quoi? Et quand je t'avais expliqué ce que je mangeais, tu m'as dit, mais en fait t'as un métabolisme qui ralentit, t'es saturé en glucides de manière permanente. De mauvaise qualité. De mauvaise qualité, etc. Et oui, bah là pour le coup, là je fais une diète où pareil, je mange 6 fois par jour et j'ai pas le droit de manger beaucoup de glucides. Et, 3 fois par semaine, ouais. Non, 2 fois par semaine, j'ai le droit de manger lundi, mardi. Lundi, mardi, c'est tout. Ah oui, lundi, mardi, ouais. pardon. Mais non, par contre, ce qui est intéressant, tu vois, c'est pour faire le parallèle avec les vidéos que les gens ont peut-être vues où je m'en fous de manger de la merde. Là, je commence en fait à avoir envie de cuisiner des trucs parce qu'en fait, c'est tellement dur. Ouais, je pense que ce sera l'occasion, si Flo est d'accord, de refaire juste un format mais sur la nutrition. Parce que vous avez vu là, je pense que c'est bien qu'on ait parlé de la chimie parce que les gens puissent se rendre compte quand même de toutes les connaissances que tu peux avoir. C'est pas des sujets que vous survolez, c'est des sujets que vous devez absolument maîtriser parce qu'il y a des conséquences sur la santé. Puis de toute façon, quand tu es professionnel, c'est ton métier. Et je pense que ce sera même acabit sur la bouffe. Et ça peut être très intéressant, vraiment, je pense, pour les crossfitters parce que vraiment, c'est pareil. Je pense que les crossfitters. Ils ont une diète de body, au niveau, je pense. Ouais, je pense qu'ils sont sûr. Mais je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler un petit peu. Vegan naturel, oui. Donc de parler de tout ça. Donc, du coup, je pense qu'on a abordé un peu les sujets qu'on voulait. On te remercie, surtout pour la franchise. C'est pas des sujets évidents quand même de parler de tout ça. Même si toi, tu as été décomplexé par rapport à ça. Ce qui est bien. Non, après, j'aime pas rentrer trop dans les détails parce que. De toute façon, on n'allait pas vous dire la cure exacte, on n'allait pas détailler. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'après, les gens, ils écoutent ça, ils vont vouloir faire pareil. Et alors, bien sûr, c'est un peu peut-être hypocrite de ma part, mais je suis pas là. Donc, je peux en parler, mais je suis pas là non plus. On fait pas la promotion, quoi. Ouais, je suis pas là pour faire la promotion, quoi. Moi je pense que tu as assez dit qu'il y avait des conséquences et que... En France, tu peux te faire taper sur les doigts justement parce si que vous pouvez faire du body naturel, restez naturel, ne touchez pas à ça. Mais après, bien sûr... Mais après les gens si qui pratiquent ce sport connaissent ça. Si tu veux gagner Olympia... Il y a ça dedans, voilà, ça fait partie de l'équation. De toute façon, c'est pareil pour le crossfit à haut niveau, au bout d'un certain moment. Dans le sport de haut niveau, tu es obligé de mettre ton capital santé à un moment de côté. Dans n'importe quel sport de haut niveau, c'est la contrepartie du haut niveau, de toute façon. Sinon, tout le monde... Ah oui, parce que même du bodybuilding naturel, c'est pas bon pour la santé non plus. De toute façon, tout sport poussé à l'extrême, tu as des conséquences. Les mecs, leur système hormonal à la fin est dans le plat. Mais si on prend un exemple, par exemple les marathoniens, tu vas pas me dire que les mecs n'ont pas de problème d'articulation, tu vois. Ils ont des chocs en permanence. T'as une contrepartie dans n'importe quel sport. Voilà, au niveau, c'est comme ça. En tout cas, on te remercie, c'était hyper intéressant. On espère que ça vous a plu, même si c'est des sujets encore une fois qui sont un peu tabous, qui peuvent en mettre mal à certains. Voilà, il n'y a pas de mauvaise culture, tout est bon à apprendre. Et puis on en refera peut-être un autre, ou peut-être que vous verrez Flo dans des vidéos entraînement avec Marin à la salle. Ou, voilà. Donc on te remercie pour l'accueil, et puis c'était super intéressant. Moi, merci à vous les gars. Et bonsoir YouTube. Et merci aussi à Charlie qui est derrière. Merci à Charlie qui est resté. Salut tout le monde, bonne soirée, et puis on se retrouve bientôt sur la chaîne. A plus YouTube. A plus YouTube.